Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro de notre format Super Friends, l'émission qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture, la culture BD par leur métier. Et en ce mois de juillet, à l'occasion de Japan Expo, on sera content de vous proposer quelques petits Super Friends hors série. On va partir encore plus loin, on va pas parler de comics ni même de bande dessinée franco-belge d'inspiration américaine. On va aller clairement dans du manga. Et oui, nous cédons aux sirènes du succès, voilà, puisque une BD sur deux vendue en France en 2021, c'était du manga. Donc voilà, on a succombé à la tentation. Aujourd'hui, on s'appellera donc First Manga. Je sais pas, on va changer de nom. Mais non, je déconne. On va parler par contre de manga de création française, puisqu'on reste quand même des franchouillards bien comme il faut. Et donc, on va vous parler d'une œuvre qui s'appelle Radiant, dont vous avez peut-être sûrement entendu parler, puisque c'est, je crois, le seul manga à avoir été adapté en animé, le seul manga français adapté en animé. C'est 16 tomes à l'heure actuelle, plus de 750 000 exemplaires vendus, traduits dans 19 langues et 2 saisons en animé. Donc voilà, un manga qui a beaucoup de succès et qui va continuer de se développer, comme vous allez le comprendre en écoutant cet entretien, puisque nous avons le plaisir de recevoir son auteur et dessinateur Tony Valente. Bonjour à toi Tony. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Mais ça va super. Voilà, tu n'es pas trop intimidé de faire une interview, sachant que tu en as déjà fait 200 depuis le tout début de Radiant. Mais justement, il y a quand même des personnes peut-être qui ne te connaissent pas parmi ceux qui nous écoutent, puisque voilà, on parle beaucoup de comics en général, donc pas forcément de manga, même si on en lit quand même. Est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter? On va faire un petit peu les questions par lesquelles tu seras obligé de passer. Mais j'ai aucun problème avec ça. Moi, je suis content si on peut faire découvrir ça à de nouvelles personnes. Alors, vas-y, lance-toi. Tony Valente, qui es-tu? Je suis Tony Valente. Ça, c'est bien. Voilà. Départ. Je suis auteur de manga, donc le manga Radiant. Mais j'ai aussi fait de la bande dessinée auparavant. Ça fait une 20aine d'années que je suis dans le game. Et j'ai commencé en faisant de la bande dessinée chez Delcourt d'abord, ensuite chez Soleil. J'ai fait 3 séries juste avant Radiant. Radiant est donc ma 4e série. C'est la plus longue à ce jour. Hein. Je suis en train de faire le tome 17 aujourd'hui. Et puis voilà, je crois que c'est tout ce qu'il y a à dire. Je fais le dessin et le scénario. Peut-être que c'est bon à mentionner. Donc je suis en charge complète de ce qui se passe dans cette histoire-là. Okay. Et pour des personnes qui n'auraient jamais lu Radiant de leur vie, comment est-ce que toi tu fais le brief de cette série aujourd'hui? C'est une quête initiatique d'un jeune apprenti sorcier qui s'appelle Seth, qui vit dans un monde où tombent des monstres, les Némésis, et chaque personne qui rentre en contact avec les Némésis a quasi toutes les chances de mourir. Et ceux qui en survivent vont développer ce que j'appelle des infections. Ce sont des genres de tares physiques c'est pas des super pouvoirs, c'est des boulets qui vont traîner toute leur vie en fait. Mon héros a des cornes sur la tête par exemple. Donc on voit qu'il a été touché par un Némésis et qu'il y a survécu. Ça fait de ces gens-là des gens un peu ostracisés, parce qu'on sait qu'ils ont survécu à des monstres qui sont censés tuer tout le monde, ce qui soulève des questions dans la population. Mais d'un autre côté, ces gens-là sont les seuls capables de combattre les Némésis, puisqu'ils peuvent les toucher. Et qu'ils ont accès à une source qu'utilisent les Némésis, qui est le Fantasia. Et donc ils peuvent devenir sorciers et manipuler le Fantasia, comme le font les Némésis. Le fait d'avoir été en contact et d'avoir survécu leur donne accès à ça, via des outils. Mon héros, Seth, cherche à trouver le berceau des Némésis, d'où ils viennent, qui s'appelle le Radiant. On ne sait pas s'il existe, on ne sait pas où il est. Et ils veulent le trouver pour le détruire et enfin mettre fin à ce calvaire, en fait, quoi. Voilà. Okay. J'avais une question à te poser par rapport à ça, parce que c'est vrai que tu as tout un univers en fait que tu as créé, tout un monde, mais par rapport aux prémices de Radiant, qu'est-ce qui t'avait motivé à la base? C'était plus le fait de développer un univers avec tous les concepts qu'il y a, parce que même après System en fait, t'as énormément de choses qui ont toujours pas été expliquées, énormément de choses qui n'ont pas été expliquées, ou est-ce que c'était d'abord plutôt t'avais des personnages en tête avec une histoire à leur faire vivre et c'est ça qui t'a motivé? Je pense que c'est un peu les deux. Ouais. Ouais. C'est un peu les deux. J'avais des idées d'univers depuis très longtemps, et ces idées d'univers, sont venues se greffer à des personnages que j'ai créés au fur et à mesure. Et par exemple, Seth, le héros, la première fois où j'ai dessiné un personnage avec des cornes. Il ressemblait pas beaucoup à Seth tel qu'on le connaît dans Radiant, mais il y avait déjà ce personnage avec des cornes. Et quand j'ai réfléchi à pourquoi est-ce qu'il avait des cornes, pourquoi est-ce qu'il mettait un chapeau par-dessus, après une capuche par-dessus, pourquoi est-ce qu'il devait le cacher,
je greffais dessus des éléments d'univers que j'avais envie de mettre. Un côté fantastique, le contact avec des monstres que j'avais en tête, la sorcellerie plus tard est venue, mais c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup par ailleurs. Donc il y a plein d'éléments que j'ai greffés autour de chaque personnage que je créais. Et des fois il y a des personnages que je crée de but en blanc qui viennent apporter leur propre univers à Radiant. Et donc voilà, ça se passe dans les deux sens vraiment. Je commence pas par l'un ni par l'autre. C'est-à-dire que quand tu avais eu la première idée, enfin entre le moment où tu as eu, on va dire, la germe initiale de Radiant et on va dire les premières planches que tu as dessinées, il y a des choses, il s'est passé combien de temps C'est en nombre d'années et après le premier dessin de 7 à proprement parler, il a, je crois, à peu près 7 ans avant le tome 1 de Radiant. Mais avant ça, en fait, il y avait des éléments que j'ai utilisés dans Radiant que j'avais déjà en tête. Donc je saurais pas dire quelle a été la graine en gros que j'ai plantée qui a donné Radiant. J'ai l'impression que c'est une espèce de salade dans laquelle j'ai tout mis, tout ce que je pouvais, et c'est ça qui m'a fait démarrer. Mais concrètement, oui, le dessin de 7, je peux le tracer à peu près 7 ans avant le tome 1. Donc c'était en 2006 alors, quelque chose comme ça. Ouais, attends, 2004, je sortais ma première BD, 5, 6, 7, c'était peut-être entre 2000. Ouais, c'est ça. Ça devait être en 2006 à peu près. J'étais en train de faire le dernier tome de ma première série. D'accord, ouais. Mais qu'est-ce qui fait que ça prend autant de temps alors à faire germer en fait toute une histoire? C'est-à-dire que pendant ces 7 ans entre le premier dessin et le premier tome, tu sais quoi tu fais? Tu penses d'abord donc à construire tes personnages, tu penses à construire ton univers, tu penses surtout en termes d'arc scénaristique. Est-ce que quand tu dessines le premier tome, c'est déjà par exemple que tu vas aller aussi loin dans le temps, sachant qu'on sait par rapport aux interviews qu'à la base tu avais signé pour 3 tomes seulement en fait avec Ankama, donc là, on a déjà multiplié le chiffre par 5, bientôt par 6. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? J'ai toujours travaillé sur des projets à côté que j'ai jamais, qui n'ont jamais vu le jour pendant longtemps. Et je pense que toutes les dessinatrices, tous les dessinateurs, on est un peu dans ce cas de figure. Jusqu'à Radiant, où là, tout ce que je créais à côté est venu nourrir cet univers. Mais pendant que j'ai créé 7 et tout le reste qui est venu, au début, je n'osais pas trop songer à faire un manga. C'était déjà la démarche que j'avais en créant les prémices de 7. Il s'appelait même pas 7, il s'appelait rien du tout, mais c'était déjà la démarche que j'avais. Je créais ce personnage dans l'idée peut-être de faire un manga un jour. Pour le moment, j'étais en train de faire la BD. J'avais signé une autre BD qui allait arriver. J'étais dans une démarche où je faisais encore de la bande dessinée. Et ça, c'était un à côté. C'était plus comme une récréation, en fait. Pendant tout ce temps, j'ai eu le temps d'avoir de gros échecs en bande dessinée, de pire en pire, en fait, ça a été à chaque fois. Et au moment où je me suis dit que c'était peut-être temps de tourner la page et d'aller vers autre chose, je me suis dit que avant d'arrêter, ce serait bien que je fasse au moins une fois un manga, juste pour sortir ça de ma vie et pas avoir de remords dans 20 ans et me dire j'aurais dû, tu vois, essayer. Et c'est à ce moment-là que j'ai utilisé tout ce que j'avais concrètement et je me suis dit, c'est bon, c'est maintenant. C'est pas dans 10 ans, puisque dans 10 ans, je ferai sûrement pas de BD, je me disais. Donc, c'est là qu'il faut y aller. À ce moment-là, ça s'est concrétisé, toutes les idées sont cristallisées autour d'un book que j'ai proposé à des éditeurs. Mais tant que j'avais pas pris cette décision à cause des gros échecs qu'il y avait eu jusque-là, c'était un projet dans le vent comme j'en avais plein, en fait. Au même moment, en fait, j'avais un projet. J'avais Radiant, j'avais un autre projet qui était inspiré des lectures de, Maurice Leblanc, je pense. Attends. Maurice Leblanc, c'est Arsène Lupin, donc je me trompe. Marcel Aimé, Les Contes du Chat Perché et tout. Ok. Passe-Muraille, tout ça. J'avais lu un recueil de nouvelles de Marcel Aimé. En fait, j'avais découvert Maurice Leblanc en même temps. C'est pour ça que je fais un parallèle entre les deux, mais ça n'a rien à voir. J'ai découvert Marcel Aimé, j'avais découvert le Passe-Muraille, l'histoire, le Passe-Muraille, les Sabines. Il y avait quelques nouvelles dedans qui m'avaient rendu fou, en fait. Et je me disais, c'est marrant, il y a un terreau pour des super-héros à la française dans la littérature du début 1900. Et ça m'avait rendu fou, en fait. Je sais pas si t'as lu La Brigade Chimérique un peu on m'a dit après que ça avait été adapté, que La Brigade Chimérique, c'était un peu cette idée. Mais en même temps que je faisais Radiant, j'avais ce projet sur un passe-muraille et j'avais développé tout un univers. C'était pas du super-héroïque à base de propagande, de propagande, de, 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 de,
de l'héroïsme et de la paix et tout, mais c'était des gens qui avaient des capacités déjà. Donc j'avais pris les Sabines qui se démultiplient, par exemple, dans les histoires de Marcel Aimé. C'est une femme qui peut se démultiplier à l'infini, mais elle en perd son identité au fur et à mesure, en fait, dans la nouvelle. Donc c'était hyper intéressant. Le passe-muraille qui peut passer à travers les murailles, mais j'en avais fait un truc à la con, genre à chaque fois qu'il passait à travers les murs, il lissait ses habits derrière, en fait. Il se trouvait toujours à poil. Parce que moi, ça me faisait marrer ce que ça demandait. C'est facile de disparaître, mais en fait, c'était très, très compliqué pour lui de l'utiliser. Parce que, à chaque fois, il se retrouvait à poil de l'autre côté, quoi. Donc, j'avais créé tout un truc en même temps que Radiant, mais qui était solide. Le truc était prêt à partir chez les éditeurs aussi. Et j'avais d'autres projets après, par ailleurs, qui étaient moins définis que ces deux-là. Mais, et j'oscillais entre Radiant et ça. Je pense que je n'ai jamais parlé d'ailleurs de ce truc du passe-muraille. C'est peut-être la première fois que je le mentionne. L'exclusivité First Print, c'est incroyable. Ouais. C'est possible que ce soit la première fois que je le formule comme ça. À part dans le cercle privé, il y a d'autres personnes, mais ouais, ça se passait. J'avais fait pour aller un peu plus loin dans l'explication de ce projet qui n'a jamais vu le jour, c'était un peu un Paris réinventé du début du siècle, avec la Tour Eiffel qui était une énorme gare centrale. Donc on voyait la Tour Eiffel et au premier étage, du premier étage partait plein de rails qui allaient dans tous les sens dans Paris. Et moi j'avais cette image en tête d'un Paris pas complètement steampunk, mais juste réinventé. Comme le font des fois les Japonais dans le manga avec leur propre culture, en fait. Il y a plein de trucs qui se passent dans la culture japonaise, mais tu peux pas pointer du doigt un endroit sur la carte, ni un moment du Japon où ça a existé. Ils réinventent une période de Kyoto, par exemple, qui n'a jamais existé, avec du fantastique dedans, avec d'autres trucs. Et c'était ça que je voulais faire en mode manga à la française, en fait. J'ai laissé ce projet de côté. Maintenant que je l'ai raconté, quelqu'un d'autre le fera à ma place, sûrement. Mais je me suis mis sur radio. Mais tout ça pour dire que ouais, des projets en fait qui se créent, il y en a eu plein, il y en a quasiment tout le temps. Mais au moment où j'ai commencé Radiant, par contre, tout ce qui se crée à côté, je pouvais le mettre dedans. Et j'ai continué jusqu'à ce jour-là encore. Ça a sa place dans cet univers et dans ce que je raconte. Tu continues d'infuser en fait tes idées que tu pourrais mettre ailleurs, mais pour les inclure là-dedans. Mais quand tu parles des échecs que tu as eu en bande dessinée, tu dis après ces échecs-là, j'ai quand même voulu faire un manga pour pas regretter. Oui. Et quelle séparation tu fais alors entre bande dessinée et manga? C'était quoi la différence pour toi? Parce que enfin les deux sont par du même art quand même. C'est une différence de façon de voir un peu, notamment dans le format de publication ou dans la production, mais ouais, concrètement. Concrètement, ouais, c'est la différence entre faire un marathon ou faire un sprint, en gros, quoi. Tu utilises pas les mêmes outils. Et faire une bande dessinée, donc ça prend le temps que ça prend, généralement autour d'un an. Et autour d'un an, on raconte en moyenne une 50aine de pages. C'est pas énorme ce qu'on peut raconter dedans. Et le type d'histoire que je voulais raconter était beaucoup plus fleuve, en fait. C'était une vraie série que je voulais. Et je trouvais que c'était compliqué de faire une série où il y avait juste un tome tous les ans. Moi, j'aime m'adresser à un public qui est plutôt large, familial, où il y a des enfants qui ont 8 ans qui peuvent embarquer dans la série, et il y a aussi des adultes qui ont 40 balais et qui vont kiffer la série aussi. Donc, j'aime ce truc-là que proposent les shonen manga. Avec un album par an, ça met de côté toute une partie du public jeunesse qui grandit trop vite, en fait, déjà. Alors, à part les énormes références que sont des Titeuf, Astérix et des trucs comme ça, c'est pas évident. Ça me semblait pas opportun pour l'histoire que je voulais raconter. En plus, le fait d'avoir de la couleur à mettre et le fait d'être capable de faire la couleur, je pouvais pas passer ma couleur à qui que ce soit. Du coup, ça me prenait 2/3 du temps. Et ça me rendait fou, en fait. Je voulais juste raconter mon histoire. J'avais vu des interviews où tu disais que tu détestais la couleur, en fait. Faire à la couleur sur du long terme, ouais, ça m'énerve. Ouais. Je veux le résultat, donc je vais le faire. Et pendant que je le fais, les 4 premières pages de Radiant sont toujours en couleur. Je m'éclate. Il y a aucun problème avec ça. Passer ça, je m'éclate plus. Je pars dans l'histoire en noir et blanc, c'est parfait. Ça peut avancer. Et puis ça peut avancer vite aussi. En manga, il y a beaucoup de pages. T'as la place de développer les histoires profondément, assez vite. Et la mécanique, elle est différente en BD. Et j'ai pas le truc qu'il faut pour écrire en bande dessinée. Je m'en rends compte aujourd'hui. J'ai plein de connaissances qui font ça bien. J'ai plein de séries de BD que j'adore et que je voudrais pas voir en manga, mais c'est propre au format qui sont capables d'utiliser, en fait. Je suis pas capable d'utiliser un format BD, je pense. Ouais. J'imagine que quand t'as voulu te lancer dans du manga, c'est aussi parce que t'avais un bagage littéraire derrière toi où t'en as lu beaucoup de shonen aussi, t'as réussi à
Enfin, tu t'es dit qu'il y avait des codes, en fait, enfin, même une pratique, en fait, que pour faire un manga shonen, il faut que je passe par ceci, cela, que je fasse telle exposition, que j'ai telle, enfin, des tropes, en fait, que tu dois réutiliser. Oui. C'est sûr, ouais, j'ai regardé ce que j'adorais, ce qui marchait sur moi, en fait. J'ai regardé tous les shonen dans les histoires fonctionnaient sur moi dès le début et j'ai essayé de décrypter qu'est-ce qu'elles ont en commun et pourquoi ça marche sur moi. Pas pourquoi ça marche, ça se vend, parce que je regardais des shonen qui ne se vendaient pas, mais qui marchaient sur le public que je suis. Et en regardant tout ça, j'ai essayé de découvrir, d'accord, ce type de réaction dans un chapitre 1, ça a tendance à m'accrocher pour aller plus loin et tout. Donc j'ai essayé de décrypter un peu et de l'utiliser, ouais. Comme on essaierait de déconstruire un plat pour essayer de faire une recette, en gros, quoi. Et après, ça tient à toi de le faire et de mettre tes ingrédients à toi et ta pratique aussi. Mais j'ai fait ça, ouais. Essayer d'analyser un peu ce que j'adore. Ce qui est pas facile. Ouais, tu sais, mais t'arriveras un peu à justement à définir, en fait, maintenant, les éléments que t'as réussi à définir qui à l'époque, ouais. Les éléments que j'avais découverts à l'époque, qu'il y avait dans un chapitre 1 de Shonen et qui marchait bien. Il y avait toujours un espèce d'appel de l'aventure qui tenait pas au héros, qui venait de l'extérieur et c'est un truc qui est très commun dans la manière de raconter des scénarios d'une manière générale. Un film qui va être une comédie romantique va souvent prendre part dans un milieu, admettons, le milieu de bureau, tu vois. Et l'appel de l'extérieur, ça va être peut-être une nouvelle qui fait que l'héroïne principale va devoir bouger de son environnement pour être mutée ailleurs, tu vois. L'appel de l'aventure, elle doit faire avec, elle va rencontrer d'autres personnes. Même dans une comédie romantique, tu vois, ça se passe comme ça la plupart du temps. Harry Potter, c'est un shonen manga dans la construction. Il est dans son univers un peu pourrave où il vit dans la réalité. Puis l'appel de l'aventure arrive, on l'invite dans une école de sorciers et il fonce, quoi. Et ça dans les shonen, c'est encore plus exagéré souvent. Donc il y avait ça, il y avait l'espèce de mentor souvent aussi, sur lequel le héros va se reposer et qui va être hyper important pour le début et qu'il va quitter pour s'en détacher, pour aller plus loin. Après, il y a d'autres éléments de l'extérieur, ce que le héros croit vouloir entendre et la réalité de ce qu'il est en train de faire. Je l'ai utilisé aussi. T'as plein de trucs. Et puis là, j'ai plus en tête exactement certains autres détails, mais en tout cas, ce que j'ai mentionné, je m'en souviens encore. Le reste, peut-être moins. Peut-être il faudrait que je revoie le tome 1 de Radiant pour me rendre compte de tout ça. Ouais, même parce que, enfin, tu parles du mentor, mais donc avec le personnage d'Alma qui, au final, est évacué assez rapidement, j'ai l'impression, parce que tu as à peine le temps de développer, elle apparaît après de façon un peu plus sporadique, mais au final, même encore aujourd'hui, on sait au final pas grand chose, ni d'elle, ni de l'étendue de la relation qu'elle a pu avoir avec Seth. C'est vrai, parce qu'elle sait pas grand chose, elle non plus. Et qu'au moment où on saura grand chose, ça révélera des choses qui amèneront plus vers la fin. Donc c'est voulu aussi. Mais une fin que t'as toujours pas... Enfin, tu dis depuis le premier tome, je crois même depuis le premier courrier des lecteurs, en fait, tu dis que tu sais où tu vas, mais que tu sais pas non plus combien de tomes tu vas prendre. Ouais. Il y en avait un où tu disais que 40 ce serait déjà ouf, sachant que dans ce cas t'es pas encore arrivé à la moitié, bientôt, mais pas encore. Mais c'est-à-dire que sous la torture, en fait, on pourrait te faire dire c'est quoi ce qui se passe la fin et où est le Radiant. Par exemple, ça tu le sais très bien. Je pourrais raconter la fin, je pourrais même raconter les pages d'épilogue. D'accord, ouais. Ça, ok. Donc, j'ai des dessins, des notes et des choses qui concernent vraiment les toutes dernières pages de ce que sera la série Radiante. Il y a des choses dessinées déjà. C'est-à-dire que est-ce que t'as chez toi une forme de bible alors de Radiant aussi où tu compiles toutes les données que tu crées, parce que bon, au fur et à mesure, ce qui est bien avec la série, c'est que tu développes un univers, mais tu développes aussi des personnages. Enfin, t'en fais apparaître depuis nombreux. Je crois que c'est que à partir du tome 14 que vous êtes décidé à mettre une page de résumé et des petites cases pour rappeler qui sont tous les personnages, parce que voilà, dans ton univers, t'as les sorciers, mais t'as aussi les inquisiteurs, donc qui essaient d'anéantir en fait toutes les personnes qui sont infectées. T'as les sorciers, enfin t'avais les chevaliers sorciers qui étaient dans le deuxième arc aussi de la série. Donc t'as vraiment
tout un tas de plein de factions, ouais. de factions qui existent. Tous les gens de ces factions sont pas forcément enfin c'est pas tout blanc ou tout noir parce que chacun a ses propres envies et tout ça. Et à la fin ça en fait du monde. C'est beaucoup. Ouais. Oui. Faut retenir tout ça, et même toi de ton côté, est-ce que à un moment t'as pas du mal à retenir en tête ou à dire bon là j'ai tout un tas de personnages, mais il faut que j'essaie d'en utiliser certains ou pas d'autres, ou t'oublies parfois aussi. Oublier, ça m'est pas arrivé, il me semble. Par contre, pas avoir la place de mettre en scène des personnages que j'ai pas mis en scène depuis un moment, ça m'arrive des fois, ouais. C'est pas facile de gérer autant d'enjeux différents et de vouloir leur donner de la place pour justifier leurs actions, en fait. C'est vraiment un truc auquel je tiens, c'est de montrer toutes les nuances qu'il peut y avoir dans un camp comme dans tous les camps. Donc, je vais montrer des super méchants dans des camps de gentils. Et l'inverse aussi, des super gentils dans le camp des méchants. Pour faire vite, je dis méchant et gentil, mais en vrai, c'est pas méchant et gentil. C'est juste des alliés potentiels ou des adversaires potentiels. Ça dépend pas des camps dans lesquels ils sont. Voilà. Et ça, je veux montrer la place. Je veux prendre de la place pour montrer à chaque fois d'où ça vient et qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire comme concession pour bifurquer un peu de leur chemin quand ils viennent à la rencontre de mes héros. Parce que c'est ce qui arrive à chaque fois, en fait. Le truc, c'est de faire passer mon groupe de héros comme un rouleau compresseur qui va renverser une tendance à un endroit et qui va manipuler un peu toutes les pièces qu'il y a sur l'échiquier pour les exploser à nouveau et faire en sorte que les groupes éclatent un peu. C'est un truc que j'ai mis en place assez vite et que Seth a formulé assez vite et qui s'emploie à faire partout où il passe, quoi. De montrer que les limites sont poreuses, en fait, entre chaque faction qui croit être dans une direction, dans une autre et tout. Il refuse d'être associé à n'importe quelle faction, en fait. Donc ça prend de la place, ouais. Avec les nombreux personnages qu'il y a, c'est clair que ça prend beaucoup de place. Mais bon, c'est comme ça que j'ai voulu mon histoire, apparemment. Ouais. Des fois, c'est la galère. Bah ouais, parce que même en termes de construction d'arc scénaristique, tu les penses combien de temps à l'avance, ou est-ce que tu sais, par exemple, tu savais que l'arc des Chevaliers Sorciers, ça allait prendre des tomes 5 à 10 directement? Est-ce que ça Non, ouais, je suis une brêle pour estimer le temps passé sur les arcs. Le premier arc. Parce que même le suivant, au final, il est toujours pas achevé. Il est pas terminé, ouais. Il est long. C'est le plus long jusque-là, je pense. Le tome 5 commence le deuxième arc. Parce qu'il y a le tome 1, c'est un peu un tome d'introduction. Ouais. C'est pas vraiment un arc. Le tome 2, 3, 4 forme un arc qui se termine à la fin du 4. Et le tome 5 à 10 forme un autre arc. Et donc, moitié du 10 fin du 10 jusqu'à aujourd'hui, là. 16, 17 et sûrement 18, 19 et 20 feront le troisième arc. 10, je pense qu'il faudra ça pour aller jusqu'à la fin de cet arc-là, qui est le plus complexe. Mais... Le plus complexe à gérer, surtout que t'aimes pas revenir forcément au statu quo. T'aimes bien, en fait, bouleverser complètement, en fait, les situations de tes personnages sans les faire revenir à un point qui était déjà antérieur dans cette situation. T'as une forme un peu de, pas de fuite en avant non plus, mais de... Ouais, si, je pense qu'on peut dire une espèce de fuite en avant. J'aimerais bien des fois les faire revenir à l'Artémis, passer du temps dans le fief des sorciers. Ouais. Et à chaque fois que je le fais, je l'ai fait entre l'arc des Chevaliers Sorciers. Mario Kart, c'est ça, une petite course sur balai à la Mario Kart qui m'a vite saoulé parce que si j'ai pas des enjeux suffisamment profonds, en fait, je m'ennuie vite. Et là, quand j'ai fait la course de balai, je me disais c'est marrant, j'invente des règles et tout. Je vais délirer avec, et très vite je me suis rendu compte que ça m'amusait pas, en fait, c'était juste un tour de manège. Donc j'ai dû rajouter dans cet entre-deux là, j'ai dû rajouter une dimension plus humaine avec le rapport entre Seth qui devient une espèce de mentor pour Taj, ouais. Qui est j'avais oublié son nom tellement ça fait longtemps que je l'avais pas. Il devient une espèce de mentor. Était un infecté qui apparaît dans le tout premier arc, c'est ça. Dans cette famille qui avec la femme qui verse du thé. Qui verse du thé sur son homme pour le calmer. C'est ça. Ouais, j'avais bien déliré avec eux. Et Taj, c'était clairement l'histoire d'un petit gars qui est dans une situation qu'il a pas choisie et pour lequel on le pointe du doigt. Donc la situation de quasiment tout le monde quand tu grandis dans un endroit où on te pointe du doigt. Où, en fait, du coup, j'étais attaché à lui et le faire revenir, c'était une manière de montrer que j'ai pas oublié. Et puis j'ai pas oublié l'impact qu'aura eu la rencontre avec Seth et l'ouverture que ça lui a permise. Et du coup, j'ai remis ça puisque ça me saoulait la course de balai et que Taj était là.
j'ai remis cette dimension et je me suis dit, attends, 7 va apporter un truc à Taj et Taj va lui apporter une autre dimension. Genre, tout le monde n'a pas envie de se battre. Tous les sorciers n'ont pas envie de trouver la radiante ou n'ont pas envie de défoncer les inquisiteurs ou se battre au péril de leur vie contre les inquisiteurs. Il y a des sorciers qui veulent juste utiliser la sorcellerie pour montrer qu'il n'y a rien à craindre et il y a tout à admirer, tu vois. Et Taj amène ça dans l'histoire. Et là, d'accord, quand je me suis dit, ok, il peut amener ça à 7, et 7, ça peut ouvrir sa perspective, je me suis dit, c'est bon, je peux continuer la course de balai, ça va aller jusque-là. Mais il a fallu que je me creuse la tête pour ramener l'histoire vers un truc plus profond, parce que juste une course, ça m'a saoulé, quoi. Ouais. Je pourrais jamais faire un tournoi, en fait, par exemple. Oui, moi, j'avais le délire de me dire un jour, j'aimerais peut-être faire un tournoi plus tard, pour pas le faire de manière classique. Bah, tu le fais, en plus, c'est marrant, c'est marrant que t'en parles, parce que tu l'abordes quand même, en fait. À un moment, oui. Quand Seth revient à Artemis, donc le fief des sorciers tenu par un chat arnaqueur. T'en as, en fait, qui disent, ouais, c'est Seth, faut que tu te battes, viens te battre. Et il dit justement, non, mais ça m'intéresse pas. Et là, on se dit, tu voulais pas faire un truc à la Dragon Ball en te disant, je vais me faire un arc de tournoi de sorciers, ça, tu voulais pas le faire, alors. Non, en fait, j'ai trop d'autres choses à raconter. Et le tournoi, c'était pas suffisant. Et j'adore lire Dragon Ball et les premiers tournois qu'il y a. Ça me rend fou. Mais le faire, là, je m'ennuierais trop, ouais. Ça marche pas. Donc, je l'ai abordé pour dire, n'attendez pas de voir ça. Vous n'attendez pas à ça. Très bien. Il y avait un autre aspect aussi que je voulais voir, c'est par rapport même au nombre de personnages que tu crées. Je pense qu'on doit être à plus d'une 60aine de personnages plus ou moins réguliers quand même maintenant, si je m'abuse. Peut-être, ouais. En termes de design. Oui. Tu passes combien de temps à rechercher? Parce qu'on voit aussi dans les notes quand tu réponds aux lecteurs, en fait, qu'il y a certains, en tout cas pour les noms, tu recherches dans des cultures, dans de la littérature, tu fais des références on va dire, parfois même à des contes et légendes très, très connus, oui. Et tout ça, mais en termes de design, par contre, tu fais beaucoup de recherches pour à chaque fois trouver le chara design qui va fonctionner. Le personnage que j'ai le plus cherché, c'était Seth et Oko. Ouais. J'ai passé le plus de temps, beaucoup plus sur Seth que n'importe qui d'autre. Mais après, les autres, ils viennent... souvent, j'ai envie de dessiner un personnage qui a un type d'attitude et qui transporte un bagage avec elle ou avec lui. Et de ça va découler l'utilisation que j'en ferai si je les utilise dans Radiant. Donc, j'ai tout un tiroir plein de personnages différents. Il y en a certains qui devaient apparaître dès le tome 1 qui sont jamais arrivés et que j'utiliserai peut-être jamais, en fait. Mais il y a plein de personnages que j'ai dessinés, que j'ai travaillé dans leur coin, juste pour l'intérêt du personnage en lui-même, et qui attendent d'avoir leur place dans Radiant. Ça m'arrive des fois de tomber sur un moment dans Radiant et de me dire, là, j'ai besoin d'un personnage, et de pas avoir ce qu'il faut dans mes tiroirs, et de me dire, bon, mais je vais le créer. C'est arrivé avec le personnage de Brangoire, par exemple, dans le deuxième arc. C'est le prof des chevaliers sorciers qu'on voit. Il a une espèce de grosse barbe. Et lui, j'ai designé sur la page directement. Au début, je lui avais fait une grande afro. Et en fait, ça faisait très cliché. En fait, je me suis rendu compte quand je l'ai dessiné qu'il y avait beaucoup de persos dans les shonen qui se retrouvaient avec une afro injustifiée. Et je me suis dit, si je prends cette afro et je la mets en bas, sous son menton, c'est stylé comme dessin. Donc, il a une barbe toute ronde, énorme, sous son nez, quoi. Et ça tient au design sur la page directement. J'avais besoin d'un prof. Je l'ai mis là. J'ai designé de suite. Et puis après, je l'ai traîné autant que j'avais pu. Et je me suis attaché à lui. Mais sinon, souvent, je vais puiser dans les tiroirs pour amener du matériel dans Radiant que j'ai déjà construit, en fait. Qu'est-ce qui fait pour toi qu'un design... Tu le fais tester? Tes designs, je sais pas si à tes proches, à ta famille, machin, non. Non, c'est juste à l'épreuve de mon œil à moi. Si ça me parle, si j'ai l'impression de rencontrer un perso, en fait. Souvent, c'est là que je vais l'utiliser. Si j'ai l'impression d'avoir un personnage quand je le vois que j'ai déjà vu, ça m'ennuie. Mais si j'ai l'impression qu'il est familier parce qu'il aurait des choses à me raconter, j'aurais des choses à découvrir, là, je me dis qu'il y a un bon truc à choper, en fait. Qu'il a suffisamment... qu'il ou elle a suffisamment de bagages visuels pour amener des idées, mais qu'on soit suffisamment intrigué pour aller plus loin à un moment donné. Qu'on connaisse pas tout du personnage d'emblée, mais qui ait déjà une direction, tu vois. C'est pas quelqu'un d'insipide, c'est pas quelqu'un de neutre, c'est pas quelqu'un de plat.
Ça va m'ennuyer, je vais pas l'utiliser. Et c'est pas quelqu'un non plus qui a tout qui est écrit sur lui ou sur elle. Ça va m'ennuyer aussi. S'il y a un méchant qui arrive avec des pics de partout, des cicatrices et des battes avec du barbelé, ça raconte trop de choses. Et ça m'intéresse pas. Si il arrive et qu'il a une batte avec du barbelé et qu'éventuellement il a des jolies petites couettes et des diamants sur les dents, c'est déjà plus curieux, tu vois. J'ai pas créé un personnage comme ça, mais il y a quelque chose qui va m'interpeller et je me dis, attends, mais putain, il a l'air super coquet. En plus, il a des bijoux sur les dents, qu'est-ce qui se passe? Mais il a une batte avec du barbelé, tu vois, la violence. Mais en même temps, la coquetterie. Ça pose des questions qui font que je vais peut-être vouloir creuser. Je vais jamais dans des extrêmes aussi forts, hein, même si j'aimerais souvent, mais en fait, je m'autorise rarement à le faire. Pourquoi ça? Je sais pas, peut-être par habitude. Ça m'arrive des fois, le roi Hérclès, par exemple. C'est un espèce d'extrême de tirer dans plein de côtés différents qui font que ça devient un personnage unique, il me semble. Mais il est hyper musclé, il est immense, alors que c'est pas un géant, rien du tout. Il a un nez pointu, mais qui pourrait percer n'importe quoi. Il parle comme s'il avait 15 ans et que c'était un rappeur. Et en même temps, il a un gouvernail en noir sur le dos. C'est quand même curieux comme design. Et bien tout ça, c'est quand ça m'est venu et que ça a construit le personnage, je me régalais, quoi. Je me disais, c'est trop bien, pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Pourquoi tous ces éléments ensemble, en fait? Et c'est devenu, là, depuis que j'ai repris les dédicaces, ce que j'avais pas fait depuis presque 3 ans maintenant, en reprenant les dédicaces, je me rends compte à quel point il a marqué les lecteurs ces dernières années. Je savais pas, je venais pas. Donc, ouais. Notamment avec son caractère et effectivement sa façon de s'exprimer, où t'as vraiment l'impression que c'est une caricature du jeune qui parle en verlan, qui utilise même. Et ce qui est bien, est-ce qu'on voit aussi avec, ça se voit que tu gardes aussi, tu suis, je pense, quand même un peu ce qui se passe avec la jeunesse, ou même la façon dont, on va dire, dont les jeunes entre guillemets parlent. J'écoute du rap et de la drill et de la trap. Et du coup, parce que on voit de la moula, quoi. Ouais. Quand t'as moula qui apparaît dans le tome 15 ou 14, ça c'est vieux déjà. Ça c'était déjà vieux. Ouais, c'était déjà vieux. Et je voulais aussi lui mettre un aspect un peu ringard, parce que je sais très bien qu'à mon âge, j'ai 37 ans, je sais pas tout ce qui se passe quand t'as 15 ans et comment tu parles. Je peux capter des bribes à travers la musique, à travers des trucs que je vais écouter, mais j'ai pas l'entièreté de la culture non plus comme je pouvais l'avoir à l'époque. Donc je le fais ringard quand même. Un peu, tu vois, il veut faire un tisane challenge, tu vois. La tisane, c'est super ringard pour faire un tisane challenge. Mais il veut faire un challenge. Alors, il est un peu dans le coup aussi, tu vois, mais d'une manière ringarde aussi. Donc, c'est pour ça que des fois, dans les mots, volontairement, je le fais ringard, ouais. Et c'est cette envie d'attirer la curiosité pour chacun des personnages, en fait, qui drive à chaque fois, en fait, ta construction dans Chara Design, comme le fait de, notamment par rapport à, je sais pas, par exemple à Amir, donc qui est c'est un personnage dont la barbe, en fait, tu t'aperçois qu'en fait c'est ses pieds qui se met sur des faux corps, en fait, justement pour cacher que c'est un lutin. T'as bien spoil là. Hein? C'est sorti il y a 6 ans. Je sais. Pour les gens qui découvrent. Oubliez. Ouais, non, mais oui, c'est vrai que on va dire que les gens qui nous écoutent découvrent peut-être pas tous, donc voilà. Mais j'ai pas dit qui c'était, c'est quand même plus important de savoir qui c'est. Tu l'as dit. C'est dit? Non, j'ai dit que c'était un lutin, mais j'ai pas dit qui c'est réellement, tu vois, donc voilà, je garde les secrets. Mais voilà, mais même la reine Boyassé qui est gigantesque, Grimm aussi qui a un pur design. Oui, alors lui c'est juste un point d'interrogation géant en fait. Ouais, c'est ça. Toujours, c'est à chaque fois, c'est vraiment ce qui te pousse vraiment, c'est de dire il faut que j'ai quelque chose, à chaque fois qu'il va me dire, faut au moins qu'il y ait une personne en fait qui se dise ok, ce détail là ça m'intrigue et c'est pour ça que je m'y intéressais. Souvent, ouais. Pas que. Par exemple, pour le cas de Oko, je me suis posé souvent la question quand j'ai fait... elle devait arriver dès la page 1 du tome 1. Et elle n'était pas encore maturée suffisamment. Du coup, j'ai pris du temps pour la construire un peu plus. Et au moment où j'ai voulu la faire entrer dans l'histoire, donc Oko, c'est le premier personnage de couleur du groupe. Et quand je l'ai fait rentrer, je me suis posé la question, est-ce que j'utilise cet aspect dans son histoire ou pas? Et j'ai fait le choix de ne pas l'utiliser. De me dire... voilà une question que je vais pas poser parce que j'ai envie de montrer juste un perso qui est construit parce que je l'ai construit pour tout le reste qui a été construit et de pas avoir à mettre ça dans la case des justifications. Elle a pas à justifier, tu vois. Donc elle, clairement, c'est devenu un point d'interrogation le fait que j'en parle pas. Il y a des gens qui m'en parlent des fois en disant sinon ça se passe bien parce qu'elle est dans un monde plutôt de blanc.
là où elle est. C'est une culture plutôt celte. C'est une fille de couleur, on n'en voit pas tellement et tout dans le coin. Et je voulais juste montrer un endroit où ça posait pas de problème et où elle avait pas à justifier ça. Et où du coup, ce premier personnage de couleur qui prenait beaucoup d'importance dans mon histoire, la justification, c'était pas ça. Comme c'est le cas, j'avais entendu en fait des actrices françaises parler, qui disaient à chaque fois que nous, on veut avoir un rôle, il faut qu'il y ait marqué noir sur blanc sur le rôle personnage noir. Sinon, on n'a pas le droit de faire les castings. Je me disais, c'est quand même fou qu'il faille justifier sans arrêt dans la caractéristique du personnage pourquoi ce personnage est de couleur, pourquoi ce personnage est une femme, pourquoi ce personnage vient de loin, pourquoi ce personnage est handicapé, que ça devienne une caractéristique quand le fait qu'un personnage soit un homme n'est pas une caractéristique. Tu vois, c'est un tronc commun à plein de personnages. On l'enlève des caractéristiques. Mais quand c'est couleur, quand c'est femme souvent aussi, quand c'est handicap, quand c'est encore plein d'autres choses, orientation sexuelle ou quoi, on en fait un point d'ancrage du personnage et on le construit autour de ça. Mon choix, c'était de pas le faire justement et de pas soulever la question et de montrer, voilà un truc qui existe dans cet univers, voilà un truc, elle le justifiera pas, j'ai pas à le justifier pour qu'elle soit là. Mais c'est devenu une question, en tout cas, pour des gens qui sont arrivés vers moi et des gens qui se sentaient concernés, en fait, par ça, parce qu'ils le sont, parce que eux, dans leur vie, ça se passe pas aussi bien et qui m'ont posé la question, par contre. Donc, malgré tout, même en voulant pas soulever de questions avec ce personnage, ce que j'avais fait volontairement avec Grimm, il a des bandelettes partout autour de lui, forcément, Grimm, en ayant des bandelettes partout autour de lui, il soulève des questions. Qu'est-ce qu'il y a en dessous, en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a pas quelque chose? Est-ce qu'il y a un truc qui est nocif? Est-ce qu'il a peur de la lumière? Est-ce que toutes les questions que tu peux te poser peuvent exister avec ce personnage. Mir aussi, pourquoi est-ce qu'il a un slip dans la barbe? À la première fois qu'on le voit, on voit un mec barbu avec un slip. C'est curieux, quoi. Forcément, c'est pas anodin. Mais donc, j'avais pas l'impression d'orienter à chaque fois sur le questionnement. Mine de rien, c'est ce qui arrive souvent quand je vois le rapport avec les lectrices et les lecteurs. Mais c'est pas forcément, alors du coup, il y a pas forcément de questionnement non plus dans ce que tu veux représenter aussi quand tu construis tes personnages, justement par rapport à ces questions de soit de représentation. Ouais, c'est ça. Ouais, je le fais un peu plus volontairement maintenant. J'imagine que ça a changé aussi, que la façon dont on parle de culture depuis 10 ans a évolué, donc ça t'a aussi amené à faire changer ton regard là-dessus. C'est ça. Je pense qu'au lieu de shifter le regard, ça a fait changer la manière dont je voulais en parler. Je pense que j'étais plus naïf avant aussi, et que quand j'amenais les choses, j'étais pas forcément au courant que en défendant une chose bien, tu peux quand même faire du mal à la communauté que tu défends. Si tu emploies pas les bons mots, si tu mets des situations clichés, et tout ça, je l'ai appris au fur et à mesure. Par exemple, j'ai utilisé des termes dans le tome 2 que je remettrai pas aujourd'hui, qui sont dans la bouche d'un méchant qui est raciste, xénophobe, homophobe. Et lui, je me disais, pour le caractériser, il va utiliser des termes durs. J'avais pas besoin de le faire, en fait. En vrai, j'aurais pu m'en passer, et en vrai, j'aurais pu me passer du fait que certains lecteurs ont peut-être lu ce truc. C'est jamais arrivé jusqu'à mes oreilles, et quand j'en ai parlé aux lecteurs concernés, ils m'ont pas dit qu'il y avait un problème, et ils m'ont dit non, c'est normal. Mais aujourd'hui, tu vois, j'aurais fait différemment, et je me dis non, j'aurais pu montrer xénophobie, racisme, homophobie, tout ça chez ce personnage, sans employer les mots qu'il employait. Parce que je tombe dans un cliché où j'utilise quand même ces mots, tu vois. Je les ai écrits, ils sont là, et de la même manière, sur la représentation, il y a des personnages, je sais qu'ils ont une orientation sexuelle qu'on leur attribue pas quand on les voit d'un coup, et je me disais, j'en parle pas, je m'en fous, de toute façon, je sexualise pas mes personnages. Non. Donc, un peu, la Rainbow Odyssey, c'est la première qui est arrivée d'une manière plus... La baronne frustrée sexuellement aussi, quand même. Ouais, c'est vrai qu'elle, pour les blagues, ouais. Et c'est vrai, oui, je l'ai fait quelques fois en fait. Miro aussi, il a des Miro aussi, ouais, c'est vrai. T'as raison. Après, ça reste dans un registre très coquin et t'es même pas, parce que moi je me disais même notamment avec la première, enfin avant même qu'on rencontre Mélie, où on dit juste c'est une rousse avec une forte poitrine. Je me suis dit il va nous faire une Bulma like, et au final tu n'atteins jamais le degré de coquerinerie qu'il y a pu avoir avec Bulma dans Dragon Ball, mais t'as quand même des petits mais ça j'aurais aimé, tu vois, par exemple, j'aurais aimé faire une autre blague à la place. C'est clairement le truc de
le genre de truc sur lequel avec en une fin retombant. au final, mais c'est vrai, mais au début tu dis on est dans un trope clairement de c'est ça. shonen, et au final je veux dire mais après t'as jamais mise en scène de situation un peu grivoise où Mélie deviendrait sexy et je sais pas perdrait ses vêtements après un combat, ce genre de choses. Ça par contre tu le fais pas. Ouais, c'est clair que ça je le ferai pas. Et j'étais déjà dans les démarches, je le ferai pas. Mais il y a clairement quelques petites phrases, quelques petites scènes au début que je ferai différemment. C'est pas pour les enlever, c'est juste être sûr que on comprenne dans la formulation que c'est pas ça qui va se passer, c'est pas ça qu'on doit attendre de mon histoire, et qu'on soit clair là-dessus. Donc il y a des choses maintenant que je formule. Il y a et il y a là en dédicace, il y a plein de gens qui sont arrivés me voir en disant mais Kamagoe en fait il est gay. Et j'ai dit ouais c'est vrai. Et ça a été mentionné dans une bulle vite fait dans un des derniers tomes, et j'ai voulu poser le fait genre tu t'intéresses aux femmes maintenant. Ouais, c'est ça. Ouais. Pourquoi t'arrêtes pas de la mater depuis quand t'es passé aux femmes? Quelqu'un lui dit. Et je mentionne à travers ça juste le fait que voilà, ça existe, il est là. J'ai posé son orientation sexuelle. J'en avais pas parlé avant, je le savais depuis que je l'avais créé, et je pensais ne pas en parler. Mais avec tous les problèmes de rejet qu'il y a ces derniers temps à l'égard de plein de communautés, notamment la communauté LGBT, je me disais c'est peut-être bien qu'il y a des gens qui sachent que il y a de mes personnages qui le sont aussi, et que je commence à le mentionner, et que je participe à la représentation aussi. Je pense que je le fais suffisamment. Non, on le fait jamais suffisamment pour qui que ce soit. Mais il me semble que j'ai réussi à mettre des efforts, sans faire d'efforts perso, mais j'ai réussi à le faire du côté de la représentation des différentes ethnies. Il y a plein de gens qui viennent à moi pour me dire c'est les premiers mangas dans lesquels on se sent représenté, et ça fait plaisir. C'est pas, je le fais pas pour ça, je le fais parce que c'est naturel quand tu grandis en France de montrer de la diversité. Il me semble que si tu le fais pas, ça parle de toi, tu vois. Si t'as grandi en France et que tu montres pas de diversité dans ton manga, c'est curieux. Mais ça parle de ton histoire aussi, parce que tu l'as même déjà dit dans des interviews que tu as vécu en cité dans Toulouse, que t'avais forcément t'avais des potes qui étaient pas aussi blancs que toi, qui ont pas forcément eu le même vécu dans ton enfance, et de toute façon peut-être que ça se voit toujours même au bout du 16e tome, mais t'as quand même le premier arc sur Humbletown avec notamment son premier méchant, qui est une caricature de, je sais pas, d'un Eric Ciotti ou de choses comme ça, quoi, dans les propos qu'il a, on est vraiment sur sur un discours de anti-immigration, anti-étranger, où tu utilises en fait la métaphore des infectés pour parler limite du grand remplacement, quoi. Ouais, c'est ça. Le gars Conrad, Conrad, et c'était en 2014 du coup que c'était en 2014. Il y a pas si longtemps, donc on voit quand même comment le contexte politique qui s'aggrave en plus, je trouve, mais infusé déjà dans ta bande dessinée. Ouais, à fond. Et même, je vais aller au-delà. Ce qu'il dit, la plupart des choses qu'il dit, Conrad. Tu dis que tu les as entendues, en fait. Je les ai entendues, même pas de gens du RN ou du FN. Je les ai entendues de la part de mecs qui se disent de gauche, politiciens. Et c'était ça qui me choquait le plus, de voir que les phrases que j'ai utilisées dans la bouche de Conrad, beaucoup viennent de Manuel Valls. Faut pas dire de gauche. Ça fait longtemps que c'est clair, mais qui se disent. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils se disent. Ouais, mais c'est cette fameuse gauche printemps républicain, machin, quoi. Et c'était ça qui me choquait, de voir que ça s'était tellement démocratisé, l'exclusion, que on arrivait à tendre vers ça dans des partis qui se disaient ouverts, qui se disaient pas xénophobes, et qui se disaient tout ça. Et que finalement, le mec, quand tu l'entends parler, il te parlait déjà de grands remplacements. Pour lui, dans son cœur, il y avait le grand remplacement qui existait quand tu l'écoutais parler. Et c'était fou pour moi de se dire, voilà des gars qui se présentent sous un aspect, et quand tu les écoutes parler hors caméra avec des micros qui sont branchés, des trucs comme ça, tu entends qu'il est à fond partisan de la théorie du grand remplacement, et qu'il a peur que les blancs disparaissent, quoi. Et pas que ça, je veux dire, il en a dit, saloperie. Mais donc, celui qui passe pour le plus grand raciste dans Radiant est inspiré de mecs qui a pas l'air d'être le plus grand raciste dans notre univers à nous. C'est grave quand même. C'est fou de dire, j'ai même pas eu à fouiller bien loin pour aller trouver ça. Et c'était tellement choquant pour les éditeurs américains qu'ils ont failli censurer cette partie avec Conrad, en fait. Ah ouais? Ouais. Ils étaient pas chauds pour l'écrire telle que je l'avais écrite, parce qu'ils trouvaient que c'était trop hardcore. Et il a fallu qu'on m'explique, et ça, il faut que je remercie mon éditrice d'avoir tenu bon dessus. Justement, si le problème est posé, c'est parce qu'il existe, et que Tony a voulu en parler, en fait. Donc on peut pas pondérer le propos, parce que ça voudrait dire qu'il se bat contre qui. Un mec qui est juste pas bien dans sa peau, c'est pas suffisant. C'est pas ce que je racontais.
C'était un mec qui est pas bien dans sa peau et qui veut que les gens qui lui ressemblent pas meurent, quoi. C'était vraiment ça que je racontais. Donc, ouais, c'est pas joli de voir que c'est bien pire maintenant, mais ça a nourri, ouais, ça a nourri le fait de mettre un effort sur la représentation et dire, bah, écoute, non, on est là, on sait que vous existez. Moi-même, je sais que j'existe et mon père est pas français, par exemple. Donc, juste me mettre en scène de cette manière-là à travers Rumbletown, c'était aussi une manière de parler de mon histoire familiale. Ça faisait du sens avec ce que j'avais vécu. Parce que de toute façon une thématique assez sociale en fait qui transparaît dans toute l'aventure, parce que même si oui. En fait on peut se limiter, on peut décider de pas voir en fait de quoi tu parles. Il y a plein de gens qui le découvrent beaucoup plus tard. On peut dire bah non, c'est Seth, c'est un garçon, il veut détruire la source de tout un tas de problèmes, et voilà, il va se battre contre plein de gens. Enfin il y a plein de gens qui ont leurs propres envies. Au final c'est juste des conflits de personnes ou de factions. Puis après, tu prends, mais juste un pas de recul, parce que c'est pas non plus quelque chose dont tu te caches, quoi. Mais ça parle d'exclusion, ça parle d'esclavagisme aussi, de gens qui veulent mettre en esclavage, en fait, des gens juste parce qu'ils sont différents, en fait, parce qu'ils portent une différence. Et, que ce soit en bande dessinée, en comics, même avec les X-Men, en fait, le thème de la différence a souvent été très utilisé, en fait, simplement pour parler, d'exclusion des gens, que ce soit en fonction, de leur couleur de peau, de leur sexualité, ou de leur sexe aussi, par exemple. Donc c'est quelque chose en fait que toi tu sais aussi arriver à gérer, on va dire, une forme d'équilibre en fait entre on va dire la pure histoire dans son côté divertissant, mais aussi ce que tu as envie de raconter derrière l'histoire, parce que comme tu l'as dit, juste faire une course de cartes, c'est pas ce qui t'intéresse. Non, mais t'as quand même envie de mettre des choses en fait, des propos aussi dans l'action que tu déroules. Ouais, je pensais que je faisais, quand j'ai fait le tome 1, je pensais vraiment que je faisais un genre de Dragon Ball One Piece. J'avais pas l'impression de faire autre chose. Et c'est à la fin du tome 1, lors d'une interview, que je me suis rendu compte de ce que ça paraissait être pour d'autres personnes. Et j'ai été forcé de constater, en fait, ouais, c'est ça que ça raconte. C'est pas l'aventure que je croyais. C'est l'aventure nourrie par un truc plus au fond qui vient soutenir tout ça. Et après, j'ai fait avec plus volontairement, en fait. Donc, je me suis plongé dans ces thèmes-là un peu plus documentés, on va dire, pour être sûr de tenir un propos qui serait pas manichéen et qui amènerait qui m'amènerait à réfléchir. Je tiens pas absolument à ce que les gens qui lisent Radiant, ils réfléchissent à ces sujets-là, mais moi, je tenais... En fait, mon œuvre, elle me construit au fur et à mesure. Juste ça, le fait que j'écris mon histoire, mais j'ai pas toutes les pages qui sont écrites maintenant jusqu'au tome final. J'ai quelques notions de ce qui va se passer qui est important, mais j'aime le fait que je vais découvrir ce que je veux raconter sur le moment, je vais découvrir ce qui va m'intéresser à un moment donné, et je vais découvrir en fait ce qui me travaille, parce que ça va sortir sur les pages. Je le fais pas exprès. Et tout ça sort presque malgré moi, et quand je le vois sortir, alors je l'utilise consciemment. Et c'est plus ça qui s'est passé. C'est pas vouloir prendre à tout prix un sujet pour le mettre, c'est être tellement travaillé par un sujet que ça se sort. Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'en fais? Une fois que c'est sorti, j'assume et je l'utilise pour que ça vienne nourrir Boule de Feu et compagnie. Ouais. Mais c'est ce qui est super intéressant aussi, enfin, parce que t'es pas le premier non plus auteur qui m'en parle aussi, des gens en fait qui se laissent parfois porter par leur personnage et par l'histoire sans avoir anticipé qu'ils allaient faire. T'as un exemple par exemple d'un truc que t'as dessiné, que t'as illustré, alors que t'avais pas du tout prévu de le faire à la base. Oui. Dans le premier arc, dans Rumbletown encore, la rencontre entre Seth et Amlin, je m'attendais pas du tout à ce que ça se déroule comme ça quand j'avais imaginé la fin de l'arc. J'avais imaginé, voilà, les Domitors faisaient partie de la Bible de Radiant que j'avais envoyée aux éditeurs. Donc ça existait. Donc les Domitors, c'est ceux qui domptent les Némésis, voilà, qui utilisent les Némésis. Donc ce sont des sorciers qui ont touché les Némésis. Ils ont la capacité de les toucher à nouveau, mais en plus, ils partent dans une direction qui est, on va utiliser ça. On va utiliser les Némésis pour reprendre notre place, notre liberté, au risque de devoir tuer des gens. Donc ces espèces de révolutionnaires à tendance terroriste pour certains.
C'est t'en as un qui est un peu magnéto sur les bords avec son envie Hades quoi, de suprématie en fait, de dire que c'est eux the next step in. Oui, c'est vrai, ça fait assez magnéto, quoi, mais... ça fait assez X-Men dans la démarche de se dire ouais, voilà quelqu'un qui a atteint un pouvoir qu'il aurait jamais atteint s'il n'avait pas été en contact avec un Némésis, et il se dit non, mais c'est nous, c'est nous l'évolution, et ceux qui veulent pas se plier qui meurent. Donc lui clairement c'est un terroriste. C'est si le monde n'est pas à l'image du monde dont je rêve, alors qu'il brûle. C'est ça, quoi. Donc et après, dans le clan des Domitors, il y a juste des révolutionnaires, en fait. Il y a des gens qui se disent, non, on va faire entendre notre histoire et on va faire en sorte que le pouvoir change de main, pour qu'on puisse mieux se défendre et être mieux considéré. Et entre les deux, t'as des gens qui sont plus ou moins violents, quoi. Amlyn, elle arrive dans ce contexte-là en étant présentée comme une terroriste, mais elle se révèle être une révolutionnaire, en gros. Mais elle venait pour faire un acte terroriste à la base. Et c'était le truc que j'avais en tête. Elle vient pour détruire Rumbletown. C'est comme ça qu'elle se l'est formulée, c'est comme ça qu'elle le vit et qu'elle veut le faire. Et est-ce que elle a déjà fait des choses comme ça? Ça, j'ai jamais dit. Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que c'est une grosse entreprise pour elle? Est-ce qu'elle allait se sacrifier? C'était une mission suicide? Est-ce qu'elle voulait partir avec ça? Ou est-ce qu'elle venait faire peur à tout le monde? La question reste entière, tu sais. J'ai jamais révélé vraiment ce qu'il y avait ça, mais du moment où je l'ai mise en scène et que je me suis rendu compte que voilà quelqu'un qui a été rejeté, qui a été utilisé par le pouvoir comme une espèce d'arme à un moment donné, un bouclier contre les Némésis, et qui a été sacrifiée quand elle était petite quasiment. Elle s'en est sortie grâce à des Némésis, et son histoire c'est presque la même en fait. Quelqu'un qui a été rejeté, qui a été voilà. Et sauf que Seth, il a eu un mentor, il a eu Alma. Amlyn, son mentor, c'était son Némésis en gros. Donc une créature un peu de violence, quoi. Et quand j'ai vu que le parallèle entre les deux persos était si évident, qu'ils avaient grandi presque de la même manière, si ce n'est que Seth, il y avait quelqu'un pour lui mettre un taquet, pour le remettre dans le droit chemin, j'ai dit, ils peuvent pas ne pas se comprendre en fait. Et c'était ça la surprise. Quand j'ai planté le personnage d'Amlyn, je m'attendais à ce qu'ils se battent à la fin. Ils se disent au revoir en fin de combat, genre il y en a un qui meurt et pas l'autre. Voilà, merci, t'étais un bon adversaire, j'en sais rien, à la shonen, tu sais, un truc de d'accord, on s'est compris, tu vois, mais vite fait. Alors qu'en fait, ils tombent presque amoureux, quoi. En gros, ils se comprennent tellement que ça fait une relation qui encore aujourd'hui dans la tête des lecteurs travaille beaucoup de gens, quoi, même au bout de 16 tomes, alors que elle est apparue sous son meilleur jour dans un tome. C'est quand même sur 16 tomes, c'est peu. Oui, parce que son souvenir reste encore très vivace aussi, même dans l'arc que tu fais actuellement, puisque il y a ses anciens compagnons qui pendant longtemps ont cru que c'était Seth qui était responsable de son sort, voilà. Donc tu réussis à faire vivre, mais c'est marrant parce que même sur cette question de romance, par contre, c'est un autre point aussi, c'est que ça aussi je le note que beaucoup de lecteurs et de lectrices te le demandent. Pour l'instant, t'as pas passé le cap, quoi. Tu fais pas il y a pas de relation romantique dans Radiant. Il y a des bribes. T'as pas envie d'en écrire, t'es pas à l'aise avec l'exercice, tu penses que ce serait cliché. Non, je voulais pas que ce soit cliché, déjà. Alors, je voulais prendre le temps d'être sûr que ça amènerait des choses pour l'histoire des personnages et pour leur arc narratif. Et puis, il y a un truc quand il y a la romance qui arrive des fois dans les histoires, dans les shonen ou même pas dans les shonen, les trucs qui s'étirent jusqu'à la fin de l'histoire parce que tu peux pas donner une finalité à ça, puisqu'après, quand t'as un couple qui est fait, la dynamique est différente en fait. Et quelque part, ça te permet aussi justement de bouleverser ton statu quo. Ouais. Et c'est pour ça que j'y pense. Pas encore, J'y pense. Et je veux être sûr de faire correctement les choses quand ça arrivera. Donc, ce qui me permet un peu de shift aussi juste sur la question des personnages féminins, parce qu'on a parlé de représentation aussi, mais même juste pour la question des personnages féminins où t'as décidé d'y apporter du soin parce qu'on est quand même très loin de pas mal de clichés du genre. Je t'avoue que je lis pas assez de shonen pour m'en rendre compte forcément, mais de ce que j'ai pu lire, c'est vrai que c'est pas des personnages que fonction en fait, c'est pas il y a pas de damsel in distress, et t'as même des personnages féminins qui sont extrêmement forts. Enfin, je pense à Boyacé, donc à la reine, je pense même à Ulmina, l'inquisitrice, qui est terrifiante en fait, qui est capable de pouvoir vraiment et tu réfléchis un petit peu à ce genre de choses là en fait, quand tu les écris, quand tu les construis, j'imagine que t'as en tête en fait tout un tas de clichés peut-être dans lesquels tu veux pas tomber, sans forcément non plus aller dans le côté inverse qui serait de faire ce qu'on appelle un peu les marissous, des personnages trop forts, parce que t'as des personnages justement qui sont faillibles.
au coup, Ouais. elle est faillible aussi dans l'utilisation qu'elle fait de son pouvoir et qui lui cause des torts. Mélie est extrêmement tragique en fait quand on apprend un peu je trouve ça assez génial en fait la tragédie qui l'entoure. Mais voilà, t'as vraiment aussi autant en fait de développement sur tes héroïnes que tes anti-héros, enfin tes vilaines que sur les héros. Ouais. Ouais. Pardon, merci. Ah non, mais je me régale. Je porte un soin particulier. Déjà pour contrer les clichés que j'avais pu commencer à mettre aussi au début de Radiant. C'est des questions qui m'ont toujours travaillé. Et je pense que j'ai lâché prise au tout début de Radiant quand j'ai commencé. Et par exemple, les premières représentations de Mélie correspondent plus à comme j'aimerais la raconter. Donc ça, j'assume pas très très bien. Et je me dis, il faut vraiment il faut rattraper le coup. Alors l'histoire de Mélie, elle était écrite depuis longtemps dans ma tête. Je savais très bien ce que j'allais dérouler. Je savais pas si j'aurais la place de tout mettre. Et je suis content enfin de pouvoir aborder des trucs plus profonds. Je savais pas que ça prendrait cette forme-là. Tu vois. Mais je savais que je voudrais la ramener soit dans un flashback, soit quand elle ferait un passage à l'endroit où elle a grandi et où on comprendrait l'histoire. Mais là, ça prend une forme différente, mais qui me va très bien. Je suis content d'être arrivé enfin à placer tout ça. Donc, c'était dans ma tête depuis le début. Je savais pas si j'aurais l'occasion de le placer assez vite, mais je l'ai quand même fait trop cliché dans les 2 premiers tomes, à mon sens. Et ne serait-ce que pour rattraper ça, je trouvais que juste se dire, moi je fais pas partie du problème parce que je montre pas de filles déshabillées, c'est pas suffisant. En fait, si on veut faire avancer ce truc qui est quand même bien empreint de clichés qu'est le shonen manga, sur plein de sujets, c'est hyper cliché en fait et hyper réducteur le shonen manga. Il faut mettre des efforts en fait. C'est pas suffisant de dire je fais pas partie du problème. Il faut faire partie de la solution, à mon sens, parce que mine de rien, les gamines et les gamins qui viennent me voir en dédicace et qui grandissent avec Radiant, une partie de leur inconscient est forgée par ce qu'ils lisent dans mon histoire. Et je trouve qu'il y a une certaine responsabilité. Je sais pas si c'est parce que je suis parent, mais je trouve qu'il y a une certaine responsabilité quand tu sais que ça tombe entre les mains d'enfants et que tu traites de ces sujets-là. Ne pas soulever les questions, ne pas faire d'efforts, tu fais partie du problème, à mon sens, en fait. Même si tu écris pas un truc mauvais. Ne pas se poser les questions suffisantes, à mon sens, tu enfonces le coup et tu fais partie du problème. Il suffit pas de dessiner un personnage gros pour dire je suis pas grossophobe, tu vois. Il suffit pas il y a plein de trucs quoi. Il suffit pas de dessiner une fille qui est habillée pas en jupe pour dire je suis féministe, par exemple. Et pourtant il y a des gars qui tombent dans ça. Ou alors il suffit pas de dessiner une fille hyper musclée avec des guns et qui défonce tout le monde pour dire je suis anti-paternaliste parce que tu fais exactement la même chose. Que si tu fais Terminator mais avec des seins, ça reste hyper masculiniste dans l'idée en fait. C'est pas mieux sous prétexte que c'est une femme qui incarne ce même rôle, tu vois. C'est pas suffisant, disons. Voilà. Avoir une femme dans ce rôle-là parmi d'autres personnages féminins travaillés, pourquoi pas? C'est sûrement un très bon asset à avoir dans une histoire. Mais se dire ça c'est ma solution au problème, faire Rambo mais dans un corps de femme, à mon sens c'est exactement le même cliché. Donc je voulais pas tomber dans cet extrême ni dans l'extrême de je n'y touche pas. Et de toute façon, j'ai grandi avec ma mère et mes sœurs, essentiellement. Donc, juste ça. J'ai ma compagne et j'ai une fille. Donc, toutes les filles et femmes qui ont accompagné mon enfance ou mon âge adulte, tu tends l'oreille. Juste ça, tu peux pas être inconscient de tout ce qui se passe. C'est impossible. Donc, les personnages féminins, une super longue réponse pour dire ouais, j'ai travaillé. Ouais, j'ai travaillé volontairement. Non, mais c'est bien aussi de voir du coup que c'est aussi effectivement juste ton environnement et la façon dont dont tu vis et dont tu as grandi qui te permet ensuite d'influer en fait dans ton histoire en fait. Ouais. Enfin, d'infuser ce que et je suis sûr que je tombe dans plein de clichés par ailleurs et que dans 10 ans je me dirais cette question je la possédais pas encore suffisamment, tu vois, je m'étais pas posé, mais au moins je suis en construction sur ce terrain-là, tu vois, et j'essaie de faire l'effort qu'il faut pour avancer. D'accord. Un autre point aussi, c'est ta gestion de l'humour. Oui. On se marre énormément au début de Radiant quand même. C'est parce que tu mets très rapidement, enfin t'arrives à mettre très rapidement des running gags en fait qui heureusement fonctionnent. Ouais.
T'as ce personnage de sorcier qui arrive pas à dire bravoure pendant toute la première partie. Voilà, t'as vraiment plein de choses comme ça. Bah, t'as le dernier Herclas qui parle en verlan alors que ça marche pas. Je sais pas, la baronne qui sous-entend à chaque phrase qu'elle est pas satisfaite par son mari. Voilà, t'as vraiment différents types d'humour, souvent absurdes aussi, pas mal d'échanges absurdes et tout ça. On se marre un petit peu moins, je pense, dans les derniers. C'est devenu quand même un peu plus sérieux, mais t'arrives quand même à mettre un peu d'humour. Peut-être que ça se réallégera un petit peu. Mais comment tu gères un peu ça? Et comment on fait pour écrire des répliques qui sont marrantes? Je sais pas. D'emblée, quand je vais pour écrire parce que même tu réponds même dans les cours au lecteur, tu réponds souvent aussi avec des réponses absurdes ouais, c'est vrai. Quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, je suis désolé, hein, en plus. Des fois, j'écris, puis une fois que c'est publié, je me dis, ah, quand même, c'est salaud, j'ai pas du tout répondu à la réponse. Non. À la question. Ouais. Et à chaque fois que j'ai une scène en tête, je crois que j'ai d'abord toutes les blagues possibles avant d'avoir la scène en tant que telle sur le moment. Donc, je suis obligé de décourter, d'enlever plein de trucs. Clairement, à chaque fois que je fais parler Herclès, le roi, bah, ça serait beaucoup trop long, en fait, si je le faisais vraiment comme je voudrais. Donc, je synthétise, je veux être sûr que chaque dialogue et chaque échange fasse avancer le truc, en fait. Que ça caractérise une personne, que ça vienne poser une nouvelle question, que ça vienne répondre à une autre question, que ça vienne montrer un point de tension entre un personnage ou un autre. Si ça sert pas à ça, je mets pas la blague. Et si la blague me fait pas rire, pendant que j'y pense, parce qu'une fois que tu y as pensé et que tu l'as déroulé, c'est compliqué d'en rigoler encore. Mais si pendant que j'y pense, c'est juste, je me dis, oh, je pense que les gens vont rigoler. Non, c'est éclaté, il faut pas que je la mette. Si, quand j'y pense, je me dis, comme un idiot, je me dis, ouais, c'est peut-être bien à mettre, du coup. Et même si après, une fois écrite, elle me fait pas rigoler parce que j'ai plus la surprise, mais je pense que je dose comme ça. Et aussi, il y a ma compagne qui lit les storyboards, juste pour être sûr qu'on comprenne ce que je raconte, en fait. Et si je la vois rigoler, c'est bon signe, tu vois. Donc des fois, je la vois pas rigoler sur les blagues que j'ai mises. Je me dis, c'était pas rigolo là. Je me dis, mais en fait, j'ai juste eu du mal à écrire parce que j'écris à lire. Moi, j'écris comme un crevard quand j'ai fait les storyboards. Je vais tellement vite que j'écris, c'est incompréhensible. Donc des fois, ça tient juste au fait qu'elle a pas compris ce qui était marqué. Ça me rassure. C'est vrai que tu planches quand même. Tu disais un moment, je crois, j'avais lu que tu essayais de faire une dizaine de pages par jour. Quand je suis en retard, ouais, pas tout le temps, sinon c'est compliqué. Parce que tu arrives à tenir, enfin, ça fait notamment, enfin, je sais plus à partir de quel tome que tu as pris une assistante quand même pour une assistante tram. Elle m'a suivi sur 3 ou 4 tomes. Juste. Ah, c'est plus maintenant. Maintenant, t'es de nouveau tout seul en fait. J'ai un assistant qui fait autre chose. Ouais. J'avais quelqu'un qui tramait, mais comme je préparais les trams, ça me prenait en fait beaucoup de temps et puis je repassais dessus après. Pas qu'elle travaillait mal, c'est juste que ma manière de faire des trams nécessitait ça. Du coup, on a arrêté parce que je gagnais plus de temps que ça. Et j'ai quelqu'un qui m'aide pour gommer et scanner les pages. Ça me fait gagner du temps pour le coup. Il n'y a pas à expliquer. Gommer, c'est gommer, et puis scanner, c'est scanner. Donc ça, c'est... Parce que sinon, t'as pas changé ta façon de faire, t'es toujours sur toujours, papier, encre, et tu fais juste les lignes de vitesse en numérique, quoi. Alors, ouais, c'est ça. Et tu sens quelque chose qui a changé un peu dans ta façon de travailler, t'es plus efficace ou c'est toujours aussi dur parce que on sait que c'est quand même du putain de travail de faire ça, surtout que t'as quand même eu, alors même aussi au début t'as quand même eu un rythme de croisière à 2 tomes par an maintenant. Oui. Donc ça représente combien, quel challenge à bosser? Est-ce que le contexte depuis 2020 ça t'a permis de mieux travailler ou pas vu que tu sortais peut-être moins ou je sais pas, mais non, ça a été l'inverse en fait. Comme je me ressourçais pas et que je voyais pas le bouquin vivre dans les mains des lecteurs, en fait pour moi c'était devenu complètement virtuel et entre autres choses ça m'a empêché de travailler correctement. Donc en 2021 il y a qu'un tome qui est sorti en fait à cause de ça. Ça et d'autres choses à côté, mais ça a beaucoup joué, le fait de pas voir le bouquin exister. Sinon, je travaille du mieux que je peux. En fait, un tome de Radiant, ça me prend entre 3 et 4 mois de travail. Mais comme je vais en festival et que c'est important pour moi, ça prend plus de temps. Et comme j'existe aussi un petit peu sur les réseaux sociaux, ça prend du temps, tout ça. C'est des choses qui sont nécessaires pour faire vivre les bouquins, pour avoir un rapport un peu plus quotidien avec le lectorat aussi. Qu'une fois par an, quand je vais en festival, ou 2 fois par an, c'est pas suffisant.
parce que ça compte pour moi de savoir que les choses marchent dans l'histoire, en fait. D'entendre les gens m'en parler, me poser des questions. Pas qu'ils me disent, j'ai adoré ce tome-là, c'est trop bien. Ça me sert à rien. Ça fait plaisir, mais ça me sert à rien. Ça te sert pas à progresser. Ça me sert pas à savoir si je suis sur le bon axe pour raconter l'histoire, disons. Mais savoir quand les gens arrivent et que là, récemment, on parle beaucoup de Herclès, par exemple. Herclès, oh là là, il m'éclate, il me fait marrer quand il dit ça, quand il dit ça, quand il dit ça. Je dis d'accord, cette piste était bonne, tu vois. Je peux continuer à m'amuser avec ce personnage. Je sais que ça parle pas qu'à moi et quelques personnes. C'est un truc qui parle à beaucoup de monde. Tu vois. Cette intrigue-là, il y a des gens qui vont me dire ouais, je commence à me perdre avec toutes les factions qu'il y a, donc je suis obligé de revenir en arrière d'un tome au moins. Maintenant, j'ai ça en tête et je me dis d'accord, les 2-3 derniers tomes ont été assez denses. Ça n'a pas sorti, ça a été une longue scène d'action à chaque fois, peu de respiration, à nouveau longue scène d'action. Je dis ok, je sais maintenant qu'il faut que je recontextualise à nouveau. C'est pas suffisant la présentation des persos au début. J'ai en tête maintenant que même si les gens prennent du plaisir et continuent à lire et qui me disent, tous ceux qui me disent j'ai été un peu perdu dans le dernier tome parce que je savais plus qui était où. Qui était quoi, notamment le tome 16 où tu ouvrais sur cet attentat où t'as les domiteurs qui arrivent, t'as toute l'inquisition parce que c'est dans leur grande cérémonie, t'as aussi t'as tous les personnages qui se réunissent qui étaient un peu séparés. C'est dense, c'est hyper dense. C'est dense. J'essayais de montrer à chaque fois que les personnages étaient à cet endroit géographiquement, les autres à un autre endroit, mais c'était pas suffisant pour que les gens aient bien en tête. Disons que les gens qui lisent occasionnellement, eux, ils perdaient des subtilités. Les gens qui lisent tout d'affilée, ils se sont régalés comme pas possible en fait, parce que c'était bien pour eux, c'était précis. Mais donc voilà, maintenant que j'ai ça en tête, je me dis ok, il faut que je repose les éléments la prochaine fois que ça se calme. Je redistribue les cartes à nouveau pour que tout le monde ait bien en main tout le jeu, quoi. Et donc les choses comme ça, en fait, ça me sert beaucoup pour savoir justement si je suis pas en train de passer à côté de choses importantes ou pas. Et quand le bouquin n'existe pas, c'est compliqué. Donc tout ça pour dire, le rythme qui pourrait être de 3 tomes par an, en vrai, il est de 2 tomes par an parce qu'il y a les à côté. Ouais, mais parce que même aussi sur les à côté, genre je sais pas si tu travailles encore dessus, mais tu as été quand même consultant et consulté sur toute l'adaptation en animé de Radiant quand même. Ça s'était passé. Ouais. Il y a pas de saison 3 en prévision. Pour le moment, non, on travaille pas sur une saison 3. D'accord. Mais ça avait pris beaucoup de temps alors d'avoir ça en parallèle, de devoir gérer les deux, parce que donc pareil, t'as fait déjà plein d'interviews sur ce sujet, donc on va pas, tu vois, je vais pas te reposer toutes les mêmes questions. Mais tu disais que on te demandait quand même les storyboards, des avis sur les scènes, tu devais quand même discuter beaucoup avec eux pour être sûr que ils avaient bien compris ce que tu voulais dire et que parfois ça avait même nécessité de retravailler certains épisodes ou certains dialogues parce qu'ils avaient pas forcément tout capté. Donc je sais pas si en termes de charge de travail quand même ça t'a pas occupé, alors que pourtant dans cette période-là t'avais toujours tes 2 tomes par an, donc on se dit t'as moins dormi. ça nourrissait en fait l'énergie que j'avais aussi d'un autre côté. Je savais que ça arrivait, je pouvais pas en parler, ça me donnait du jus. Et après quand c'était sorti et qu'il y avait la saison 2 qui était annoncée et tout, c'était trop bien, surprise, ça continue. Donc ça nourrissait aussi l'engouement qu'il y avait. Après ça m'a fait sauter les week-ends en fait. Concrètement, j'apportais du boulot partout où j'allais. Quand j'étais en voiture, même des fois, je lisais des scripts à l'arrière. Tu lisais des scripts en conduisant, ce qui est pas très prudent. Peut-être pas, non. Mais je me souviens que j'étais allé visiter de la famille à Toulouse pendant les vacances et en fait, on rentre dans la voiture, je sors mon iPad et je lisais le script du nouvel épisode. Et du coup, je corrigeais le script à l'arrière. Et pour moi, c'était normal, mais je sais plus qui m'a dit, mais tu travailles dans la voiture là même? Je dis, ouais, en fait, sinon j'ai pas le temps. Parce que là, après, quand je vais arriver au nouvel endroit où on va, je vais sortir mes pages et je vais ancrer. Donc ça marche pas autrement. C'était beaucoup de boulot. À un moment donné, j'ai même quand j'étais de passage à Toulouse avant d'aller à Japan Expo, donc j'habite au Canada, ce qui fait que quand je vais en France, c'est un rythme particulier. Je passe d'abord à Toulouse, je vais chez un pote qui me laisse son appartement et je travaille comme un fou avec lui quand il était là, puis après il part en vacances et sans lui. Et j'ai appelé 2 potes le dernier jour qui sont venus m'aider à scanner et des trucs comme ça. Parce que j'avais pas dormi pendant plusieurs jours et que le pote qui était sur place avec moi, il s'endormait en fait. Et donc j'ai appelé d'autres personnes à la rescousse. Tu vas m'aider? Que t'as drainé l'énergie vitale de tes potes. Ouais. Et il était là, il m'avait proposé, il était là, il m'a soutenu et tout. Sur la fin, c'était trop bien. Mais ouais, c'est ce genre de rythme que ça impose. Et puis après, je suis allé à Japan Expo
Et je dessinais le matin avant d'aller à Japan Expo, et je faisais Japan Expo la journée, les interviews, les dédicaces, et j'entrais le soir où je mangeais, je sortais l'iPad et je faisais des trams et des speedlines sur l'iPad. Donc c'était quand même hardcore, ouais. Il n'y a pas un moment où tu te dis parce que on a compris que t'aimes voir le livre exister en dehors de quand tu le dessines. Donc, Oui. pour toi, c'est important de façon de maintenir aussi ces activités externes comme Ouais. les festivals, les rencontres, mais aussi les interviews, enfin, tout ça, parce que même on le voit hein, sur Internet, t'es assez, enfin, tu participes quoi à l'exercice volontiers quoi. Il y a plein de vidéos de toi, il y a Oui. plein d'interviews écrites aussi dans des médias. Donc c'est important. Et pourtant, ça prend du temps. Et tout ce temps passé Oui. là. Même l'heure qu'on est en train de passer, tu vois, bah, c'est du temps où tu peux pas dessiner, où là, C'est clairement, vrai. le tome 17 va avoir du retard à cause de nous, hein, peut-être. À cause de toi, je vais le dire. Ouais. Voilà. C'est lui. Mais c'est quand même du temps que t'as envie de prendre, alors. Ouais, en fait, je me prête au jeu volontiers parce que ça vient apporter des éléments de réponse à des gens qui vont suivre la série. Et aussi, ça va faire connaître à d'autres personnes. Et je me souviens quand j'adorais plein de titres, le fait de pas avoir de ressources pour aller chercher de l'information ou sur le métier ou sur la personne que j'aimais bien lire et j'aurais aimé en savoir plus pour voir d'où venaient ces idées-là. En fait, ça me manquait. Et de savoir aussi que pendant longtemps, je trouvais que la pop culture en France faisait pas de la place aux auteurs que j'aimais. Alors ouais, on voyait Trondheim fréquemment invité dans des trucs, et même s'il parle bien de bande dessinée, c'était pas lui que je voulais voir. On entendait parler Johannes Farr assez fréquemment. C'est un super invité quand il est dans les émissions. Il est très prolifique et puis tu l'entends quand il parle, il est intelligent sur le métier, sur la bande dessinée. Et même si c'est pas un truc que je lis, c'est un truc que j'aime écouter en fait. Mais je me disais putain, j'aurais aimé avoir Christopher Leston sur TF1 à la place, tu vois. Parce que je lis L'Enfeust et que j'aurais adoré le voir lui écouter Didier Tarquin dans une interview longue sur internet Il y a un côté de l'Enfeust aussi quand même avec les infections, je trouve, avec les pouvoirs fardeaux, parce qu'il y a aussi des pouvoirs très nuls dans il y a des pouvoirs nuls, tu vois. Donc, mais ça reste des pouvoirs quand même, ça reste du pouvoir. Mais c'est vrai que peut-être que ça a joué l'Enfeust avec le pouvoir, genre le mec il fait des P colorés, ça sert à rien, c'est ça, voilà. Et c'est trop marrant. Et c'est vrai que peut-être que ça a induit une partie de l'idée des infections, c'est possible. Bah, moi j'y ai pensé en tout cas avec les infections de gens si t'écoutes par les fesses ou un truc comme ça, je me dis ça ressemble vraiment au pouvoir à la con de... Ouais, peut-être. C'est vrai que l'absurdité qu'il y a dans le monde de Troie qu'ils ont fait à Leston et Tarquin là, ça m'a bien nourri, hein. Okay. Mais j'aurais en fait, voilà, tout ça pour dire, quand j'étais ado et que j'étais fan de ces gars-là, j'aurais adoré avoir plein de trucs où je pouvais les entendre parler, parce que là, ils font partie de la pop culture. C'est des mecs qui vendaient des tonnes de bouquins, des millions, quoi. Je crois que c'est 15 millions d'exemplaires vendus pour l'Enfeust. C'est un truc qui n'arrive plus, en fait, pour des séries, ça. Et de savoir que ces gars-là, avec tout ce succès-là et tout, il fallait vraiment fouiller pour aller les entendre. C'était chiant quand t'entendais, par contre, à côté des trucs qui se vendaient à 30 exemplaires et qui arrêtaient pas de passer sur les chaînes de radio. Moi, ça me mettait le seum, en fait. Je me disais, mais ils sont où? Et enfin, pour mon cas de figure, je peux accéder à ça. Donc, donner la possibilité à des gens qui veulent faire ce métier, qui sont intéressés par ça, qui lisent du manga et tout, d'avoir des points de référence, tu vois. Donc, ouais, je me prête volontiers au jeu, en fait. Ouais. Et tu te rends compte un peu quand même maintenant du chemin parcouru. Ça va faire 10 ans que le premier tome est sorti. T'as quand même été traduit dans 19 langues, je crois. Oui. T'es un des rares ou un des seuls mangas français à être publié au Japon, et ça arrivait très rapidement. C'était quand le tome 3 est paru que ça a commencé à être publié. Alors, je sais pas si après ça a changé des choses dans ta façon de construire, parce que c'est pas prépublié au Japon en fait. Non, donc ta construction en chapitre, t'as pas dû adapter pour dire il faut que je sorte un chapitre toutes les semaines, machin. Non, c'est publié directement en livre en librairie. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est compliqué. C'est compliqué d'exister au Japon sans un magazine. Et ce qui fait que dès le début, je me disais, ça va se planter de suite. Bon, on a tenu bon jusque-là, mais peut-être qu'à un moment donné, ça va s'arrêter à cause de ça. En fait, c'est vraiment compliqué de pas être prépublié. Mais ça a rien changé pour ma manière de travailler. Ça a changé juste le fait que j'essaie d'être prudent quand je formule les choses pour être sûr que la traduction fera aucune ambiguïté. C'est arrivé, en fait, avec des erreurs de traduction. Pas parce que le traducteur était mauvais, mais parce que la subtilité que je mettais pouvait pas être traduite en japonais. Et du coup, il était obligé de faire une phrase à la place. Et cette phrase racontait complètement autre chose. En pensant dire ce que j'avais dit.
Et c'est arrivé qu'un élément important de l'histoire, on parle avec l'équipe du dessin animé et ils me disent ouais, ce personnage machin qui est mort. Et je dis bah, ce personnage est pas mort. Je dis quoi? Ben non, j'ai jamais formulé. Elle laisse en suspens la phrase. Elle dit si ma sœur n'avait pas 3 petits points. Et le traducteur avait été obligé de donner une suite parce que en construction japonaise, ça pouvait pas exister en fait. Donc il avait comblé la phrase, il avait dit si ma sœur n'était pas morte. Et là, tu dis bon ben c'est canon au Japon. C'est pas devenu canon dans l'animé parce que moi j'ai formulé avant que ce soit fait, mais c'est canon pour les lecteurs au Japon. Qu'est-ce que je fais de cette information? Je suis obligé de faire avec. Du coup maintenant ça a changé ça. Les subtilités, je fais vachement gaffe à ce qu'elles soient claires, à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dessus. Et quand ils ont des questions à me poser, du coup, pas faire trop d'implicite à la française, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est même que même si tu te sens que tu te mets plus la pression aussi en sachant que t'es quand même lu par un public qui dépasse largement maintenant le simple cadre, et déjà un cadre qui est important parce que tout le monde n'arrive pas à écouler autant d'albums que toi en France, hein, et particulièrement parce que le manga c'est pas notre culture techniquement, enfin c'est pas le c'est complètement notre culture, mais je veux dire que pour des auteurs français, c'est pas le manga en fait. Le métier du manga, c'est ça. Le manga français, tu dis, il y en a pas non plus encore énormément. Voilà. T'as raison. C'est ouais, en effet. Mais si j'ai la pression à fond. Ouais, plus de pression que quand ça marchait pas en fait. Ouais, parce que au pire si ça marche pas, enfin c'est pas trop lui, tu dis bon. Au pire, c'est ça. Il y a personne qui regarde. Ouais. Donc tu peux bien te viander, c'est pas très grave. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai que tu te permettais de faire des concours de personnages au premier, puis en fait, tu te dis, bah merde, en fait, il y a trop de gens qui lisent, il y a trop de gens qui, du coup, qui veulent faire des dessins de tes... Ah ouais, dès le premier, en fait. Dès le premier, c'était fou. Le nombre de personnes qui avaient participé au concours, c'était en centaines. Dès le premier tome. Pour moi, c'était malade. Je peux plus, mais je pense que je le referai quand même, mais c'est pas moi qui ferai le tri. Parce que c'est quand même trop bien. Et regarde, du concours du tome 1, a gagné Ziad, qui est Z, l'auteur de Space Punch. Aujourd'hui, chez Ankama. Okay, ouais. Et c'est le gagnant, si les gens qui écoutent et sont pas au courant, allez voir le tome 1. À la fin, le gagnant il y a le concours qui est lancé, et tome 2, je donne les gagnants, et je refais le dessin du gagnant. Bien, oui. Et le dessin du gagnant, c'est un dessin de Ziad, en fait. Et on était en contact comme ça, puis après, on l'a continué, puis aujourd'hui, sa sortie. Space Punch, 2 tomes déjà chez Ankama, et qu'on va recevoir normalement aussi dans First Print, dans ce cadre des mangas. La boucle. C'est parfait. Mais alors, avant de te laisser, il faut quand même qu'on parle de deux points. Alors, on enregistre ce podcast une semaine avant et je pourrais complètement niquer l'embargo dans Kama, mais je joue le jeu. C'est que Radiant, en fait, va se décliner aussi en bande dessinée. Parce que dans le manga qui sort donc pour Japan Expo, il y a 2 annonces en fait. Alors je sais pas si ça avait été déjà teasé auparavant ou pas, je te l'avoue. Donc il y a 2 annonces d'une mini-série que tu vas faire et aussi d'un spin-off que tu vas lancer. Est-ce qu'on peut en parler du coup, puisque c'est la première fois que on parle. Donc le premier, donc la mini-série qui revient sur le premier Inquisiteur. Oui. Qu'est-ce que tu peux un petit peu nous dire de ça? Pourquoi pourquoi étendre ce monde-là, le monde de Radiant, au lieu de faire des arcs narratifs dans la série principale, par exemple. Mais donc là, tu décides vraiment de sortir des bouquins en parallèle, quoi. C'est pas vraiment fou. En fait, Radiant, ça dure. Ça fait presque 10 ans. Et je sais pas si j'aurai l'occasion de raconter certaines histoires à l'intérieur de la série principale. Et l'histoire du premier Inquisiteur, c'est un truc que je dis depuis longtemps que j'aimerais aborder. Du coup, ça fait longtemps que j'y travaille. Ça fait quasiment depuis le début de Radiant que j'avance dessus. J'avais fait des croquis, pris des notes, et ça nourrit la série Radiant régulièrement. Tout ce que je trouve sur cette série à côté. Et les parallèles que je fais, je suis le seul à les faire. Donc ça me frustre en fait, qu'ils n'existent pas encore. Du coup, j'ai voulu en faire un premier spin-off qui se passe bien avant l'histoire de Radiant, qui se passe avant que le Pharanos ressemble à ce à quoi il ressemble dans Radiant. Donc, c'est-à-dire ces morceaux de terre qui restent érigés au-dessus d'un nuage de fumée. Dont on sait toujours pas ce qu'il y a en dessous. Voilà. Tu veux toujours pas le dire. À chaque fois qu'on pose la question, tu le dis pas. J'ai appris, non, pardon, j'ai partagé le fait que il y a eu une ère industrielle assez catastrophique, et depuis il y a ce truc-là, dans les endroits creusés, il y a cette espèce de mer de nuages au-dessus de laquelle il faut voyager pour aller d'un îlot à l'autre. C'est pas des terres qui flottent, c'est des terres qui sont rattachées à un sol qui est en dessous.
mais ça a été creusé partout et ça a été un peu défoncé. Et donc ouais, c'est vraiment l'histoire de avant tout ça, avant même les Némésis, et quand le Fantasia était foisonnant. Et c'était la norme en fait quand utiliser le Fantasia, enfin être sorcier, c'était la norme. C'était pas forcément la norme, mais c'était le pouvoir était décidé plus ou moins par ça. Tu avais un objet de pouvoir, tu avais du pouvoir parce que tu avais l'ascendant sur tous les autres qui n'en avaient pas, mais c'était accessible à tout le monde. Il n'y avait pas d'histoire de Némésis, de toucher des Némésis pour pouvoir être puissant ou quoi. Il y avait des objets magiques qui étaient créés par le petit peuple dont je parle déjà dans Radiant, et des artefacts qui donnaient lieu à de grandes puissances, et des gens les utilisaient pour utiliser le Fantasia à des fins personnelles en fait. Et donc le monde était un peu en souffrance sous le joug des gens les plus puissants qui possédaient ces objets magiques. Donc à chaque problème, on trouvait une solution dans la magie. Et l'histoire du patrimoine inquisiteur, c'est l'histoire de la première personne qui s'est levée contre ça, contre les grandes puissances qui possédaient la magie, en disant mais vous n'êtes pas la solution, vous êtes le problème parce que les gens attendent après vous. En fait, c'est mon idée des super-héros. Les super-héros en tant que tels, qui viennent sauver la veuve et l'orphelin, sont une partie du problème pour moi. Les vrais super-héros à la X-Men, ça j'aime, tu vois. Spider-Man avait sa double identité, tout ça, trop bien. Mais le super-héros qu'on attend parce qu'on n'est pas capable de gérer le problème, ça m'inquiète un peu. Ouais, enfin la figure du surhomme providentiel alors ouais. C'est ça. Enfin Jésus quoi en fait, le Messie. Ouais, un peu, ouais. Et ça, encore qu'il y a des aspects de Jésus Superman, personne n'a demandé à ce qu'il vienne, tu vois. Lui, il fait ça parce qu'il est bon, alors que c'est vrai que dans sa nature, il a. Tu me décris là, je le vois plutôt comme le Messie qu'on attend et pour régler tous les problèmes du monde, alors que si on attend que Jésus arrive pour régler la crise climatique, on n'est pas sorti d'affaire. On n'est pas sorti de l'auberge. Et c'est plus le héros. En fait, moi, j'aime vraiment les héros à la Robin des Bois qui vont soulever quelque chose, tu vois. Dans les mangas, souvent, t'as ce truc-là. Luffy dans One Piece, il va soulever les gens à faire une révolution dans les endroits où ils vivent à chaque fois. Et t'as ça dans les trucs de super-héros. C'est vrai que j'ai tendance à schématiser souvent et parler des super-héros en général. Mais c'est sûr que dans le super-héros, t'as aussi les mecs qui vont soulever la révolte aussi, qui vont infuser ce vent de changement aussi. Et ça, j'aime bien. Et ça, c'est ce que je raconte, versus la personne qui vient régler tous les problèmes grâce à ses pouvoirs. C'est ça. Et donc, le patrimoine inquisiteur va se soulever contre les gens qui ont beaucoup de pouvoir et qui en usent et en abusent. C'est marrant parce que ce que tu vas faire là, c'est quand même inverser complètement la façon dont on peut percevoir l'inquisition dans ton univers, puisque là c'est l'inquisition est devenue le pouvoir en fait. C'est ça, c'est que les oppresseurs sont devenus les opprimés et inversement. C'est exactement ça que je veux raconter. Pourquoi c'était nécessaire à ce moment-là d'avoir quelqu'un comme ce personnage. Pourquoi c'était essentiel et pourquoi ça a donné lieu à la légende après qu'on connaît du patrimoine inquisiteur. Donc ça revient vraiment aux sources et ça raconte pourquoi l'histoire est pas celle qu'on croit. En gros, c'est vraiment une manière de re-raconter. Si on devait re-raconter la vie de Jésus, en gros, plus ou moins, ça donnerait quoi? Voilà. C'est-à-dire que ça doit aussi changer la perception de ce que tu crois savoir en fait des sorciers et de l'Inquisition dans Radiant même. De la source de l'Inquisition plus que des sorciers, ouais. Donc ça s'appelle Fabula Fantasia. Ouais. Ça arrive fin 2023 apparemment. C'est prévu fin 2023 pour le tome 1. Voilà. Ouais. Et c'est marqué que c'est une mini-série, c'est-à-dire que là, tu sais déjà de dire combien de tomes ça doit prendre, ou même dans ce cas-là, même dans ce cas-là, tu dis, ok, c'est une mini-série, mais ça se trouve, tu vas en faire, mais le truc, parce que là, c'est toi qui la dessine aussi. Ça, c'est moi qui la dessine, mais je vais essayer de trouver des assistants. J'ai déjà essayé de fouiller et trouver plein d'assistants, plein de gens qui font leur propre manga et qui sont occupés, mais je suis en quête d'assistants en ce moment, pour cette série, justement. Parce que tu vas quand même te mettre à dessiner deux titres en parallèle, quoi. Donc ça, c'est, Oui. Exact. Faire attention à toi, ta santé. Oui, j'avais trop envie de le faire. C'est un registre que tu veux complètement différent aussi, narrativement parlant, où tu veux essayer d'être aussi dans ce mélange d'action-aventure, un peu d'humour, tu l'envisages comment? Parce que t'as un danger quand même quand tu
dit je vais décliner mon enfin maintenant on va parler du Radiantverse, hein, l'univers partagé Radiant, hein. C'est comme ça qu'il faut le dire en marketing, mais de dire qu'il faut qu'à la fois effectivement les gens qui kiffent Radiant retrouvent aussi ce qu'ils aiment. Mais tu dois pas être dans la redite, parce que c'est juste pour dire bon bah c'est comme Radiant, sauf que c'est avec des autres personnages et que c'est 1000 ans dans le passé, certes, mais non, c'est pas dans la redite. Déjà, il y a pas un vrai groupe de personnages, c'est plus un standalone un peu. Ça se rapprocherait plus dans le genre d'un, je sais pas, pas forcément un western, mais pas un truc de samouraï non plus, mais c'est plus le délire. Comment c'est le mot? Peut-être le lone wolf un peu, le personnage tout seul. Ouais. Le personnage tout seul qui va d'endroit en endroit pour. C'est Lucky Luke quoi. Ouais, plus ou moins. Donc. Mais ouais, l'idée c'est pas un groupe de héros qui agit ouvertement devant tout le monde et tout, c'est l'histoire d'un héros anonyme en fait. C'est quelqu'un qui veut rester anonyme, qui se cache, qui veut pas qu'on sache qui est passé, qui veut pas qu'on écrive son histoire. Et qui a donné lieu à l'histoire la plus partagée dans Radiant finalement. Donc c'est ce que je raconte, c'est vraiment important pour ce héros de rester anonyme, de rester vraiment pas du tout remarqué partout où il passe. Son passage se veut juste essayer de donner des solutions aux gens pour régler le problème, mais après laisser les gens régler les problèmes. Et c'est pas la personne qui va être le sauveur providentiel. Et de ce point de vue, ça peut pas être la même histoire que Radiant en fait. Et c'est pour ça que c'est un perso qui vit essentiellement seul et qui va rencontrer plein de personnages secondaires, mais c'est pas un groupe de héros. Donc de ce point de vue-là, c'est différent. Et je me suis posé la question longtemps de me dire, est-ce que j'en fais un seinen carrément, puisque ça part de l'horreur des contes de fées, en gros. Vraiment le côté horreur qu'il y a dans le conte de fées. Mais il y a plein de trucs qui sont hyper psychologiques dans les contes de fées qui font vraiment profondément peur en fait. Chez Perrault, en fait, il y a des loups qui mangent des grands-mères, des ogres qui mangent des gamins. Ouais, c'est Barbe Bleue, tout ça. C'était ça. C'était montré sous la face visible et vachement fantasy, pleine de paillettes presque, que véhiculent les contes de fées. L'horreur des personnages qui sont cannibales ou qui sont plein d'autres trucs. Et donc, je me suis posé la question jusqu'à encore récemment, ce que j'allais en faire. Mais je pense pas que je voudrais en faire un seinen non plus. C'est pas mon truc parce que le public de Radiant, j'ai envie qu'il puisse accéder à ça aussi. Donc, sans être un truc foncièrement différent, le ton, j'ai une idée du ton, mais il va se préciser vraiment quand le premier album sera fini. Je peux pas en parler trop en détail. Moi j'aimerais bien. Graphiquement, c'est déjà un peu différent, je pense. Ouais. Très très bien. Et donc il y a aussi un deuxième spin-off. C'est vrai. C'est pas assez un spin-off. Toujours par deux ils vont. Je pense que t'es un fan de Star Wars et c'est pour ça que t'en fais deux. Mais ça, on sentait par contre peut-être que l'annonce sera moins surprenante parce que t'en parlais quand même pas mal dans les derniers courriers des lecteurs. En fait, on te demandait d'en savoir plus sur les chevaliers sorciers, sur Sifandir. Tu disais que tu voulais, notamment au niveau des armures, tu voulais aborder ça. Donc peut-être que ce sera un peu moins surprenant d'apprendre ce titre qui s'appelle Sifandir Chronicles. Oui. Donc les chroniques de Sifandir et qui s'intéresse vraiment à cette partie de ton univers, mais cette fois-ci que tu écriras, mais que tu ne vas pas dessiner. Je vais pas dessiner celle-là, non. Je suis pas trop fou non plus. 3 mangas en même temps, c'est compliqué. Mais ouais, je vais l'écrire et ce sera dessiné par Nao Kuren, qui est un dessinateur que j'adore depuis longtemps, qui est un jeune dessinateur que j'ai découvert en dédicace. En fait, il venait m'apporter des dessins depuis. Qui est en France, au Japon, qui est en France. En France aussi, ok. Ouais. Et j'étais tombé fou amoureux de son dessin très très vite. Je reconnaissais son dessin, je reconnaissais pas lui quand il venait, mais quand il sortait son dessin, je reconnaissais ses dessins. Je me dis, mais c'est toi, t'aurais dû le dire. Et donc on est resté en contact l'an dernier. Je pense il y a 1 an. Je l'ai contacté pour lui proposer une idée de travailler avec lui parce qu'en fait à chaque fois qu'il dessine mes personnages, j'ai le cœur qui bat en fait. Je me dis c'est fou comme il comprend mon univers et comme j'aimerais voir sa patte dans mon univers. Et je sais qu'on au-delà d'un fan art alors. Ouais, au-delà d'un fan art, il en a fait plein des fan art qu'il a partagé avec moi. Et au-delà de ça, quand j'ai vu je vois juste sa qualité de dessinateur, moi ça m'inspire, ça me donne des coups de pied au cul et ça me donne envie de continuer à créer des trucs nouveaux en fait. Ça fait partie de ces gens qui arrivent maintenant dans le métier avec un bagage exceptionnel en fait. En étant tout jeune, un bagage d'illustrateur comme s'il avait déjà presque passé 10-15 ans à faire ça en professionnel quoi, alors qu'il est pas encore pro. Et qui pour plein d'entre nous qui sommes déjà dans le game, on regarde ça en se disant mais c'est fou parce que ça nous apporte du jeu en fait. Donc je voulais pas juste rester comme ça spectateur et me dire
voyons ce qu'il va faire. Je me disais, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Parce que ça me rend fou quand je juste regarde ces dessins. Donc, j'ai vu là l'opportunité de raconter avec lui un truc que j'ai toujours voulu faire, qui est un truc scolaire. J'ai toujours voulu faire un manga scolaire. Et je me disais, après Radiant, c'est ce qui va m'arriver, en fait. Je vais faire un manga, je vais créer un univers, je vais créer un type d'apprentissage que je voudrais à ce moment-là. Est-ce que ce sera un truc contemporain? Est-ce que c'est un truc dans le passé, dans le futur? J'en sais rien, mais un univers scolaire, ça m'a toujours fait envie. Depuis que je suis tout petit. Depuis Ranma, en fait. Ranma, c'est un univers scolaire. Ça parle pas forcément des cours qu'ils prennent à l'école, mais l'ambiance qu'il y a autour des personnages est un truc auquel je m'attache vite en tant que lecteur. Et je voyais dans son dessin, en fait, et dans son type de personnage, le truc idéal pour raconter ça. Donc ça va se passer après l'arc de Sifandir, l'arc des Chevaliers Sorciers. Donc ça prend place dans l'univers des Chevaliers Sorciers, à Sifandir, dans le château de Kaislen Merlin, après qu'il ait été à moitié détruit par la guerre. Les élèves du cursus ont été mis à mal par la guerre. Ils avaient tous plein de perspectives d'être adoptés par des chevaliers sorciers en sortant du cursus. La guerre a mis à mal un peu tout ce système. L'école a été en partie détruite et ils doivent continuer leur formation avec une nouveauté. Okuo est passé par là. Okuo, elle a permis à tous les infectés d'être acceptés dans le cursus. Pas seulement les infectés dont on voit pas l'infection. C'était un gros tabou à Sifandir. Ouais. Jusqu'à ce qu'Okuo soit passé par là et qu'elle révèle à tous son infection et qu'elle entraîne avec elle un mouvement de l'infection, on doit les assumer, on doit tous s'assumer et pas juste ceux qui n'ont pas l'air infectés. Parce que c'était un truc important pour eux, de pas faire peur à la population non infectée, donc de montrer des figures vachement propres des infectés. Donc ils créent un problème, même en tant qu'infectés, ils créent un problème pour eux-mêmes. Donc elle a ouvert ça. Le cursus est ouvert à tout le monde. Ça fait beaucoup trop de gens dans les formations qui arrivent maintenant, qui vont arriver. Et au milieu de tout ça, ils n'auront pas tous forcément leur place au bout du compte. Il faut une sélection. Il faut une sélection. Et il y a d'autres problèmes qui sont là au milieu. Notamment la forêt qui était magique, dans laquelle plein de gens, au fur et à mesure des siècles, se sont perdus. Elle est plus magique. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Les gens sortent de la forêt. Donc ça fait toute une partie de population qui n'a pas de place et pas d'époque et qui va débarquer au château. Et dont les gens qui vivent déjà au château vont pas forcément vouloir aussi. Donc il va y avoir plusieurs problèmes liés à ce nouveau contexte. Beaucoup de trucs de l'intégration alors, mais qui de toute façon est un problème dans le milieu scolaire en général, s'intégrer dans des groupes comme ça. C'est ça. Okay. Et puis ceux qui sortent de la forêt, comme c'est le cas de Akil, qui est sorti avant la guerre, le héros de Sifandir Chronicle, il est sorti de la forêt, il a plus son époque, il est intégré d'office dans le cursus des chevaliers sorciers, protégé par la couronne, intégré comme un espèce de statut d'orphelin, comme un boisé, quelqu'un qui est sorti de la forêt. J'ai appelé ça les boisés. Et eux, sont pas forcément vus du meilleur œil non plus, parce qu'ils sortent d'une époque qu'on connaît pas forcément et ils sont intégrés d'office dans la formation. Et en plus, il était rentré dans la forêt pas seul. Et maintenant, il a l'espoir peut-être de retrouver la personne avec qui il était rentré dans la forêt et qui était sa toute petite sœur, qui était quasi bébé et qu'il a quitté en sortant par mégarde de la forêt. Et là, maintenant que la forêt n'est plus magique, entre la formation de chevalier sorcier et le fait qu'il puisse peut-être la retrouver, sortir de la forêt, il va passer beaucoup de temps à essayer et assumer sa formation et retrouver sa petite sœur. Donc voilà. Là aussi, tu veux quand même faire une intrigue qui se tienne par elle-même ou tu comptes un peu relier ça c'est toujours un peu même quand je blague en disant Radiantverse, tu vois, mais de dire est-ce que des événements de la série principale peuvent avoir des répercussions dans cette série-là, vu qu'a priori elle se passe quand même là. Par contre, t'es pas dans le préquel, t'es en parallèle. Je suis en même temps. Ouais. Ça va commencer après que cette Melioko Doc ait quitté le château. Donc c'est vraiment ça reprend juste après la guerre. Et donc, forcément, ce qui arrive entre-temps peut... Ouais, c'est lié et dans l'idéal, j'aimerais relier les deux séries sur une scène qui se partagerait dans les deux séries à un moment donné, un épisode où on montrerait les liens qu'il y a entre les deux trucs. Voilà, donc ça va être en tout cas, pour le fun, ça va être contexte scolaire, des profs qu'on n'a pas forcément vus, on va voir le retour de Brangoire aussi. Mais on va découvrir un peu plus les secrets du château, on va découvrir un peu plus aussi l'histoire de Boadicée, parce que je voulais vraiment la traiter dans la série principale, et j'ai pas eu l'occasion de le faire. Qui était son mari avant, pourquoi elle est là, elle est la reine, qu'est-ce que
pourquoi elle joue de son charme sans arrêt. C'était un truc que j'étais sûr de pouvoir aborder dans la série principale et que j'ai pas fait en fait et que je regrette vraiment. Et c'était voilà plein de trucs que je voulais mettre et que je vais pouvoir mettre là-dedans et qu'on va raconter. Donc a priori on part pour une petite série, pas une mini-série genre 2 tomes, mais peut-être plus 3. Ok. De 3 à 5, on va voir ce que ça donne. Et c'est prévu pour... sachant que si le succès est au rendez-vous, tu t'imagines bien que c'est quelque chose qui, comme Radiant, peut s'étendre un peu plus loin. Alors. Ouais. Il faut voir après, il faut voir aussi si ton dessinateur retient la cadence. Il faut voir Nao comment il gère, comment il aime travailler dessus. Déjà, un but de 3 à 4 tomes c'est solide, hein, faire 3 à 4 tomes, c'est déjà beaucoup. Ah ouais. Et sachant que là, de toute façon, ça arrive pas avant fin 2023, début 2024. Ouais, c'est ça. C'est un peu plus flottant. J'ai pas voulu qu'on annonce un truc plus précis que ça pour le moment, juste parce que ça va être son premier. Et ouais. Faut pas que tu le brises. Ouais, tu lui fasses un entraînement de la mort à la Alma. Tu lui casses le truc Wayaga. Mais par rapport à ça, juste quand c'est toi qui es venu alors chez Ankama pour leur proposer de faire ces trucs, c'est eux qui t'ont dit est-ce que t'as envie de faire quelque chose en plus? Comment ça s'est passé juste d'un point de vue plus éditorial? J'avais envie, j'ai toujours plein d'envie en fait. Et j'avais envie de le faire et je me suis dit à un moment donné, en fait c'est à cause de la pandémie que je me suis donné un coup de pied au cul pour le faire. Je dis la pandémie m'a donné vraiment un exemple d'un moment dans la vie où j'étais pas sûr qu'on puisse continuer à faire ce qu'on faisait en fait. Et juste la remise en question de tous les gens qui faisaient des métiers de création, de se dire maintenant j'existe plus pour le public peut-être, j'en sais rien. C'est pas le cas, ça continue à marcher à fond et de plus en plus. Mais t'as pas perdu le contact avec les réseaux sociaux de toute façon. Donc non, mais c'est pas suffisant. Les réseaux sociaux, c'est vraiment juste une vitrine, c'est un à côté, c'est pas la vraie vie. C'est pas suffisant. Donc non, juste le fait de se dire peut-être qu'à un moment donné, il y a tout qui va ralentir à nouveau, peut-être que ça va revenir, peut-être qu'on pourra pas continuer parce que si c'est un peu plus grave que ce qui est arrivé, peut-être qu'on pourra pas sortir les bouquins. Et juste le fait de se dire à un moment donné, tout ce que j'ai envie de faire à côté, il faut que je le fasse en fait. Donc c'est ça. C'est vraiment la pandémie qui m'a fait me dire ces idées là dont j'ai envie, il est temps en fait. Il est temps, peu importe que ça prenne du temps et de l'énergie, il faut que je trouve un modèle pour que ça fonctionne et je vais prendre des assistants s'il le faut, c'est ce que je vais faire même sur Radiant. Je vais peut-être prendre des assistants pour les décors aussi, pour pouvoir répartir un peu les tâches et faire plein de trucs à la fois en fait. C'est le moment. Ça marche. Pour accélérer un petit peu, tu dis que t'es dans une nouvelle phase d'expansion en fait de ton univers alors qu'on aurait pu penser que c'était quand ça partait à l'étranger, c'était adapté en animé machin, mais c'était peut-être un premier point. Et là t'es dans pour moi c'était un début. Le but c'est que la mini-série de Fabula Fantasia, le but c'est que ça devienne autre chose en soi aussi. Ça sort, je vais faire une petite histoire avec. C'est une petite histoire qui peut être étirée, qui peut donner lieu à d'autres épisodes. Peut-être d'autres épisodes dans le futur, des one-shots. C'est-à-dire que t'as même pas forcément envie de t'arrêter en disant, disons que tu dis que t'as plein d'idées, c'est-à-dire que s'il faut faire une 3e mini-série ou une 4e machin, Ouais. Il y a le matos pour faire un truc sur Grimm s'il le faut. Il y a vraiment plein de choses que je peux encore explorer et que j'aimerais explorer. Il y a des gens avec qui j'ai envie de travailler. Il y a une encyclopédie, non? Un jour, tu feras une encyclopédie, parce que t'as énormément. Je l'ai fait dans le coffret du tome 2, je crois. 2 ou 3. Il y avait une petite encyclopédie de l'univers jusque-là. D'accord. Et là, oui, c'est sûr qu'en faisant une expansion d'univers à ce point-là, forcément, à un moment donné, on peut faire un gros truc dessus et ce serait trop bien. Surtout qu'on te parlait toujours de la partie nord de ton continent et qu'on n'a toujours pas exploré la partie sud. Donc c'est vrai. Peut-être qu'on explorera. Peut-être pas. Peut-être pas. Très bien. En tout cas, c'est bien de voir que t'as beaucoup de suite dans les idées, beaucoup d'ambition narrative et créative. Donc, moi, je te souhaite juste que tout ça puisse se faire, en tout cas. Merci. C'est un plaisir, en tout cas, de suivre cet univers de cette façon. Et puis, je t'ai déjà pris plus d'1 heure et demie de ton temps. Donc, on va s'arrêter là, je crois. Avec plaisir. En tout cas, merci. Tony, d'avoir été avec nous, de nous avoir accordé de ton temps. Donc, on rappelle Valiant, il y a Valiant. Radiant. Un mix entre Valiant et Radiant. non, Valiant, c'est un éditeur, c'est un autre univers de comics en plus. Donc, pardon. Radiant, c'est 16 tomes disponibles chez Ankama. Il y a le 17 qui arrive en novembre prochain et donc 2 spin-offs qui arriveront à partir de la fin de l'année prochaine. Il y a aussi 2 saisons de l'animé à découvrir. C'est sur Crunchyroll et Netflix si jamais vous voulez aborder l'univers de cette façon. Mais on vous conseille dans tous les cas toujours de lire les BD. C'est quand même la meilleure chose à faire, c'est de lire des BD. Et on espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours. Est-ce que vous appréciez aussi qu'on s'écarte un peu, toujours un petit peu de notre ligne purement comics pour parler d'autres formes de bande dessinée. On a encore quelques autres numéros à vous proposer au cours de cette Japan Expo. D'ailleurs, Tony, t'es sur la Japan du 14 au 17 alors?
Ouais, je suis du 14 au 17. Parce que c'est en ligne le 14 juillet, donc ceux qui nous écoutent le jour même et tout, ils peuvent venir te voir alors en dédicace. Alors. Ouais, on va faire une petite scène le samedi aussi en fin de matinée avec quelques autres mangaka. Et sinon, dédicace tous les jours l'après-midi. Très bien. N'hésitez pas à vous rendre à Japan Expo, à braver le monde. Mettez bien un masque quand même, avec le Covid et tout ça. Mais c'est du 14 au 17 juillet au Parc des Expositions à nord de Villepinte. Et voilà, et surtout par contre, partagez ce podcast si ça vous a plu et que vous avez envie de kiffer Radiant et de faire découvrir ça au plus grand monde possible. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour les prochains podcasts sur First Print. Salut tout le monde.